Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais être libre financièrement. Je voulais me barrer de l'école. C'est ce que j'ai fait à 18 ans. J'avais arrêté les cours, je faisais le tour du monde. J'étais à Miami, à New York, à Los Angeles, etc. Après, à ce moment-là, je voulais créer une agence. Je me disais, ok, je serai heureux quand j'aurai mon agence, quand j'aurai mes bureaux, etc. À 19 ans, j'avais une agence, j'avais 250 mètres carrés de bureau, j'avais 10 employés. À 19 ans. La première chose quand tu veux faire du personal brand, déjà, c'est de pas faire de la personal brand pour faire de la personal brand, mais de faire de la personal brand intentionnelle et de savoir dans quel objectif premier tu vas le faire. Par exemple, là, l'événement Personal Figure, je l'ai fini le 11 janvier. Le 12, j'étais en mode, ok, putain, c'était bien 400 personnes, mais j'aimerais bien faire 1000 personnes à la prochaine fois. Donc tu veux toujours le truc d'après. Je suis pas forcément un fan du personnage, mais il a une phrase que je trouve incroyable qui définit le branding. C'est si jamais ton entreprise n'est pas une marque, c'est une simple marchandise. Et c'est vrai. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager à nos chers téléspectateurs? Alors, 34e épisode de podcast Just Brand, un podcast où on parle Branding. Let's go. Ah. Aujourd'hui, on accueille Silouane Pascal. Ça, et souvent on confond. Ouais, écoute, moi c'est la première fois que j'ai entendu ça. Enfin, qu'on confond. Je sais pas, pour moi Silouane c'est quelque chose de... Souvent les gens pensent que c'est Pascal, tu vois, parce que c'est plus commun. Ouais, c'est plus commun pour les vieux. Vu que nous on est jeunes, les Silouane on l'entend souvent, tu vois. Mais donc Silouane, a.k.a. l'expert en personal branding. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de plein de petites choses. Je rappelle, nous sommes dans la saison 2 de Just Brand. Et dans cette saison 2, nous avons un cadre, nous avons un sommaire. Donc je vais vous énoncer un petit peu le sommaire, les amis. On va commencer un petit peu par vous présenter Silouane un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas très rapidement. Parce que t'es quand même un mec ultra connu. Non, je suis pas ultra connu. Non, je suis connu dans mon truc, mais je suis pas... Il y a plein de gens qui me connaissent pas. C'est l'occasion de découvrir, justement. Exactement, t'as une bonne... T'as quand même une petite présence, quoi. Après, on va parler un petit peu d'actualité. En actualité, on va parler IA. On va parler de personal branding et de transparence. Et après, quelques petites questions à notre cher invité. Voilà, la structure, elle ne change pas. J'espère qu'elle ne changera pas pour cette saison 2. Alors, Silouane, qui tu es? Tu es un jeune homme de 23 ans. Tu as été connu, notamment sur YouTube, grâce à ton concept 24 heures avec. En gros, tu allais voir l'entrepreneur qui a pas mal d'abonnés sur les réseaux et qui avait un lifestyle intéressant, un peu palpitant. Ça, le but, c'était de le découvrir, on va dire, sur son vrai côté, parce que je pense que dans les podcasts, des fois, tu peux un peu raconter ce que tu veux, et ça illustre pas forcément des fois ta vraie vie. Il y a eu le cas avec beaucoup de personnes, et moi, je voulais vraiment aller dans la vie de la personne pour qu'en fait, il n'y ait pas de bullshit, il n'y ait pas de fake, et découvrir concrètement dans son quotidien qui elle est. Et au début, ça partait vraiment d'une journée dans le quotidien, et ensuite, ça a évolué où maintenant, le concept, c'est plus, on va passer les 24 heures les plus importantes de la personne dans sa vie. Donc vraiment, la journée la plus importante de sa vie, tu vois. Où il va y avoir quelque chose qui va être très marquant. Je te prends un exemple. On a fait par exemple le Jody Cavalli, genre tu vois, pendant la première conférence qu'il faisait, où il réunissait plus de 1500 personnes, en hommage aussi à son père qui était décédé, à plein de choses comme ça, qui était un moment très important pour lui. On l'a fait avec un ami à moi qui s'appelle Younes, qui a monté un groupe qui s'appelle Black Box pendant la journée, où pour la première fois de sa vie, il allait aux États-Unis pour signer un deal où il s'associait avec Snoop Dogg. Et en fait, pour moi, c'est à travers ces journées-là, là où il y a vraiment quelque chose d'important, où il y a de la pression, etc., c'est là où tu vois profondément qui est la personne. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui me fait kiffer dans ce format-là, en fait, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois aux invités, c'est que je m'en fous des vues qu'on va faire, je m'en fous de l'image, etc. Moi, je veux que l'invité, quand il voit la vidéo, il me dise « Putain, Silouane, c'est la meilleure vidéo qu'on a jamais faite sur moi de ma vie, qui me représente le plus, et que ça soit un peu comme une œuvre, genre tu vois, qu'il représente dans son entièreté, et qu'on ait à la fois du lifestyle, à la fois du business, à la fois du mindset, de l'inspirationnel, de la profondeur. Mais moi, la vérité de ce concept-là et ce qui me fait kiffer dedans, c'est à la fin, tu vois, vraiment, on a toujours une séquence qu'on appelle le deep talk, où on va chercher à creuser et je vais chercher à comprendre c'est quoi les traumatismes qu'a vécu la personne, c'est quoi, on va dire, ce qu'elle a au fond d'elle, et mettre un peu, tu vois, la lumière un peu sur l'âme de la personne qui lui en a permis d'en arriver là. Et je pense que c'est ça aussi que les gens ont kiffé, qui a fait que ce concept-là a plutôt bien marché. C'est en fait, les gens ont senti une forme d'authenticité ou une forme de connexion émotionnelle avec nous, avec les guests, etc. Et du coup, on a eu plein de retours positifs dessus, et c'est ouf parce que tu sais, maintenant on en parle, et j'ai plein de gens qui m'en parlent comme si ça faisait plein d'épisodes qu'on a sortis, mais je crois que sur YouTube on a sorti que 9 épisodes. On a sorti quasiment aucun épisode. Et pourtant, vraiment, ça qui a explosé beaucoup plus que tous les autres. Mais on aura l'occasion d'en reparler après de façon de tout ça, mais ouais, du coup, concept que je kiffe. C'est ça. Et donc, dans ton activité professionnelle, parce que tu es quand même un entrepreneur avant d'être un influenceur, tu as 2 boîtes.
Tu as une première boîte où tu vas gérer du coup la personal brand, d'où ta présence ici, et une seconde, important, où tu viens en fait créer un club d'affaires pour organiser des événements, et tu as aussi un podcast qui porte le même nom pour ça. Et donc, tu jongles entre ces deux activités, voilà qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est bien résumé? C'est exactement ça. Et pour te dire sur le côté créateur et entrepreneur, tu vois, au début, je voyais vraiment uniquement le contenu comme un moyen de pouvoir apporter plus de leads, plus d'acquisitions pour mes business et de faire plus d'argent. C'est pas que je m'en foutais de la partie communautaire, j'ai toujours aimé partager, mais c'était pas, tu vois, c'était vraiment le contenu sert au business, tu vois. Et maintenant, en fait, plus je me développe, plus je me rends compte que je kiffe créer du contenu, plus je me rends compte que je kiffe transmettre, partager mes expériences, partager juste en fait vraiment ce qui m'arrive dans ma vie et les learnings un peu que je peux avoir et tout avec ça. Et aujourd'hui, j'aurai toujours le côté entrepreneur, mais en fait, je cherche plus à créer des business qui vont me permettre de donner encore plus vie à mes idées, tu vois. Et aujourd'hui, l'argent, je le vois plus en fait comme une fin du tout, je le vois plus comme du carburant qui me permet en fait d'emmener ma voiture qui est moi à la destination que je veux, genre, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé ce rapport-là à l'argent, ce rapport-là à la création de contenu, où aujourd'hui, je veux faire plus d'argent pour impacter plus de personnes, créer plus de contenu, parce qu'en fait, à la fin, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Donc, ça vraiment, en fait, je pense que sur les prochaines années, ça va vraiment s'équilibrer avec le côté entrepreneur, créateur, et en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est ce qui m'épanouit, tu vois. Ok, donc Silouane la voiture. Silone, la voiture, ton corps est une voiture, ton esprit est une voiture. Qui carbure au like. Et il faut savoir... Non, pas au like, non, pas au like. Le like, c'est une vanity métrique, ça veut rien dire. Moi, j'aime bien. Moi, je sais que ça, c'est un bon sujet. Toi, t'aimes bien les likes? Moi, mec, moi, mais c'est parce que je suis au début, peut-être. Moi, mon barème, vraiment, hein, c'est... Tu sais, mon barème pour voir si une vidéo, elle a marché ou pas, Ouais. c'est pas les likes, c'est pas les vues, c'est quelque chose qui est un peu intangible. C'est combien de personnes, notamment j'ai dans le monde physique, qui vont m'en parler. Par exemple, si jamais je vais à un event, est-ce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, j'ai vu ta vidéo sur ça ou ton podcast sur ça, j'ai kiffé ». Ouais, mais pour ça, il faut une base de commu. Il faut une base de commu, mais en fait, bizarrement, quand tu vas dans des sphères, on va dire, tu sais, un peu nichées, par exemple, toi, je sais pas, si jamais tu vas dans une sphère qui est vraiment spécialisée sur le branding ou dans des events comme ça, peut-être que si tu sors dans la rue, t'as pas des gens qui vont te reconnaître. Mais si tu vas dans un événement spécialisé, dès que tu commences à avoir une présence en ligne, en réalité, Oui, moi, on me reconnaît tout le temps. tu vois, dans ta niche, tu vas être reconnu, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout le temps. Ouais. Et dans ta niche, est-ce que les gens vont te parler, par exemple, de tel ou tel épisode, par exemple, qu'ils ont kiffé, genre, tu vois, de ton podcast? Tu vois, ça va te permettre de voir, genre, factuellement, d'avoir un peu ce baromètre réel. Et c'est un peu intangible et tout, mais moi, j'aime bien ça. Et je me base beaucoup sur ça, tu vois. Ouais, moi, il me parle des dramas. Des dramas? Genre quoi comme t'as eu quoi comme gros drama? Mais j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais en gros, j'ai une meuf qui m'a copié qui a copié en gros tu vois qui c'est, Clément Vanier? Moi, je vois qui c'est, ouais. C'est un de mes clients et en gros, il y a une meuf, elle a copié-collé sa bannière, elle a changé les couleurs pour un de ses clients. Ok. Du coup, j'ai screen sa bannière, j'ai screen celle de Clément, j'ai fait un post LinkedIn, j'ai fait bon alors, Ouais. ça fait 200 000 vues. Ouais. Donc, Ça a bien marché. donc, Ah, du t'as coup, rentabilisé la- du coup, les gens m'en parlent de ça. Et là, j'ai lâché une bombe ce matin sur LinkedIn encore. Mais ça, tu vois, c'est très bien ce que t'as fait parce que pour moi, c'est quand t'as un événement qui t'arrive dans ta vie, peu importe qu'il soit positif ou même négatif, en fait, tu peux le retourner toujours à ton avantage. Et c'est ce que t'as fait en fait en Bah réalité. oui, là. Et tu sais, j'ai eu 3 calls prospects Ouais. avec ça, tu vois. Et tu vois, c'est magnifique. Et ça, c'est un vrai switch de mindset. Je pense que tout le monde devrait avoir de quand t'as un événement relou qui t'arrive, comment tu peux en changer la perception et l'angle pour le transformer en une opportunité pour toi de faire plus d'argent, d'évoluer, de progresser, etc. Et ça te change complètement ta vision et ça devient un peu un jeu, tu vois. Et ça, c'est top. Bah, c'est l'idée, c'est l'idée. Alors, on a quelques petites actualités intéressantes. Je t'ai montré tout à l'heure OpenAI. Je pense que tout le monde connaît OpenAI ici. On va pas trop digresser là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a l'IA qui arrive dans le monde un petit peu marketing digital. Et est-ce que toi, tu utilises un peu l'IA, notamment ChatGPT ou même d'autres, dans ton process, que ce soit avec tes clients ou même pour bosser avec toi? Moi, honnêtement, j'utilise que ChatGPT. Ouais. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais utiliser, mais je me suis pas suffisamment penché dessus, on va dire, pour l'utiliser de la bonne façon. Mais ChatGPT, ouais, je l'utilise franchement quasiment, on va dire, au quotidien, tu vois. Quasiment au quotidien. Ok. Mais donc, du coup, il n'y a pas encore. L'IA, elle n'a pas pris une place assez importante dans le monde du branding ou de la personal brand. En tout cas, personal brand, j'entends, pour que tu l'utilises beaucoup pour tes clients, par exemple. Bah en fait, moi, je leur apprends à l'utiliser comme je l'utilise, plutôt comme un assistant, tu vois. Aujourd'hui, en fait, ça va me servir, on va dire, j'arrive pas à créer, on va dire, en général de zéro. Tu sais, j'aime bien partir de matière et à partir de ça créer. Par exemple, à l'époque, Ouais, moi aussi, je préfère ça. tu vois, c'est beaucoup plus simple, genre, tu vois, Ouais. moi, je trouve. Tu vois, à l'époque, quand j'étais en cours, moi, ce que je faisais, c'est que je demandais à la personne de gauche de m'envoyer son devoir, à la personne de droite de m'envoyer son devoir. Je prenais les deux, je mixais les deux, je le refaisais à ma sauce et après, j'avais une meilleure note, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu ça ma mentale. Et c'est un peu la même chose pour moi dans la création de contenu où j'aime bien, on va dire, partir. Tu
Tu vois, j'ai une idée de base ou une intention et tout sur quelque chose, je vais faire travailler justement ChatGPT sur cette idée-là ou quoi, et après je vais repartir de cette structure-là, de cette base-là, pour pouvoir justement l'améliorer et le refaire directement un petit peu à ma sauce et l'optimiser. Mais je vais gagner beaucoup de temps là-dessus, et ça va m'ouvrir aussi des fois des idées auxquelles j'avais même pas pensé, me faire économiser du temps sur plein de choses. Et donc aujourd'hui, je l'utilise au quotidien, mais ça remplace pas, on va dire, c'est plus pour moi, je vois plus vraiment comme un assistant que comme quelque chose qui va venir te remplacer, genre, tu vois. T'as vu, toi, tu fais des vidéos où tu racontes des histoires d'entrepreneurs? Ouais, je l'ai fait pendant un moment. Là, je l'ai pas refait depuis un certain temps et je sais pas si jamais je vais continuer à le faire, mais je l'ai pas mal fait pendant une période. Ouais, Parce que ça prend beaucoup d'énergie à faire. ouais bah ça justement, Recherche. j'utilisais beaucoup. Ça en fait, je faisais un truc en gros où j'ai plus le nom de tous les outils, etc. Mais c'était WeTranscript, je sais plus. Mais en gros, Ouais. moi déjà, je repars toujours d'une vidéo qui a déjà marché Ouais. quand je veux faire un contenu. Je prenais en fait toute la vidéo du coup qui en fait allait avoir donc du coup toutes les en fait t'allais avoir toute Oui, la les transcrits. retranscription. Ouais, les transcrits. J'allais lui demander par Transcript. rapport à ça, en gros, c'était quoi un petit peu justement le prompt qui avait été utilisé pour pouvoir avoir justement ce résultat-là, la structure, etc. Et j'allais repartir de ça pour pouvoir faire une vidéo justement similaire que j'allais après du coup optimiser. Et en fait, à chaque fois, j'allais vraiment, on va dire, avoir une structure avec. Moi, ces vidéos-là, tu vois, je les vois un peu comme des corpus à l'école. Ouais, je Tu vois. vois, quand vous avez les cours de français, Ouais. je sais pas toi, et moi, c'est le seul truc à l'école, on va dire, que j'ai l'impression que j'utilise dans la création de contenu. Ouais. C'est, tu sais, la structure, la méthodologie d'un corpus avec Ouais. une accroche, une intro, une transition, une grande partie, des sous-parties, une Ouais. outro. Et, C'est donc, universel. Hein. c'est ça. Et du Et- coup, vraiment lui donner un plan. Et ce qui est génial maintenant avec l'IA, et donc il y a ça qui est sorti. Alors il y a DeepSpeak qui fait ça, mais il y a aussi du coup Deep Research sur OpenAI, là sur ChatGPT qui est sorti, où en gros, là c'est ChatGPT qui va lire les sites. Ok. Et en fait, tu lui donnes un sujet, et le gars va te pondre une vidéo. Si tu donnes une structure, et que tu lui dis je veux faire une structure sur, je sais pas, l'histoire d'Apple, un truc tout con, le gars, il va aller fouiller sur Internet, et il va sortir toutes les références, et il va te faire toute ta vidéo, il va te l'écrire ta vidéo. Magnifique. Mais genre 20 pages. Et ça, c'est déjà live. C'est live. C'est ouf. Je te montre après, mec, mais moi j'ai fait ça pour des trucs. Et genre, là, moi je fais des études de marché. Pour mes clients, vu que moi je fais pas mal d'études de marché avant de passer à la création. Et du coup, j'utilise ça, mec, mais du coup, ça me permet d'aller faire des audits complets beaucoup plus rapidement et de beaucoup plus grosse qualité. C'est abusé, quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant pour toi aussi, pour la partie carrément. personal branding, parce que c'est un petit peu connecté. Pour ça. Mais d'ailleurs, en magnifique transition, moi j'aime bien demander la définition du branding / personal branding. Comment est-ce que toi tu le définis avec des mots en une phrase? Est-ce que tu arrives à m'en donner une? Je te dirais que c'est. Tu parles du branding en général ou plutôt du personal branding? Après, les deux peuvent se rejoindre, mais c'est, je dirais, l'image que tu te fais dans ta tête de la marque ou de la personne, genre, tu vois. Ok. Donc cette image-là, ça peut être vraiment... En fait, c'est vraiment ce à quoi tu vas penser, par exemple, si jamais je te dis, je sais pas, Coca, ou si jamais je te dis Donald Trump, ou si jamais je te dis, peu importe la personne, Cristiano Ronaldo, c'est quoi aujourd'hui les mots, les biais d'association, on va dire, que tu vas associer à cette personne-là ou à cette chose-là, tu vois, ce qui va te venir en tête. Ça peut être des valeurs, ça peut être une charte graphique, ça peut être une ambiance, ça peut être une vibe. Pour moi, c'est vraiment ça la brand, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Toi, c'est quoi pour toi? Bah écoute, t'as une bonne définition. Moi j'ai une définition un petit peu, enfin mot pour mot, je définis d'abord la marque, donc la brand, c'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à toi. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ce d'abord. qui se fait dans sa tête. Tu vois, donc toi, tu as cité tous les exemples, mais moi, je te le fais en une phrase. Puis tu imagines tous les exemples et tu mets ce que tu veux derrière. Et le branding, du coup, faire de la brand, pour moi, c'est l'art de créer des associations. De façon, on va dire, pertinente. Enfin, C'est moi quoi qui pour l'ai toi la choisi. brand la plus forte au monde? Corporate brand, tu veux dire ou Ouais, la personal brand que... Si je te dis la brand que tu kiffes le plus au monde, c'est quoi? Ah, attends, parce qu'il y a la brand que je kiffe et il y a la brand la plus performante. Les deux. Alors, performante, ok, sur quoi alors? En vente, tu veux dire celle qui fait... Celle qui te vient en tête. Bah mec, pour moi, c'est LVMH. C'est elle la plus grosse brand. Quoique, non, c'est peut-être les marques de montres. Parce que pour moi, une brand, en fait, c'est réussir à donner de la valeur à quelque chose qui en a pas, Hmm. ou qui en a peu. Tu vois, et pour moi, les marques de montres, ou tout l'univers du luxe, Ouais. c'est que du branding de luxe. Ah, ça, c'est un t-shirt. Voilà, et de beau. même si tu fous du coton, machin, etc., t'arriveras jamais à un t-shirt à 200 balles, tu vois. C'est pas possible. Et encore, ça peut monter à... Oui, voilà, et donc les t-shirts qui montent encore plus, c'est que du branding. Donc pour moi, ça, c'est les brands les plus performantes. Pour donner une brand stylée, écoute, moi en ce moment, je kiffe une brand stylée que je pourrais te donner, que j'aime bien. Écoute, j'aime bien On. Je sais
sais pas si tu vois, la marque Non, ça de me dit rien. chaussures. Ça me dit rien comme ça. Tu sais, la meuf qui joue dans Dune là, et dans Spider-Man. Ouais, je vois. Et ben, elle a signé chez On à la place de signer chez Nike. Ok. Elle avait 2 contrats, elle a dit On. Parce que c'est une nouvelle marque là qui est en train de prendre des parts de marché sur Nike, qui est géniale. La boîte, elle a carrément donné des parts à un mec de Roland Garros. Alors je sais plus lequel c'est, le nom va s'afficher là. Mais bon, c'est un mec qui gagne tout le temps Roland Garros, un des deux là. Et donc tu te rends compte, ils jouent la marque de la personal brand, ça fait un très bon décalage. Eux, ils sont carrément allés à donner des parts. Ouais, ils donnent de l'equity. Ouais. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup sur les Face of the Company. C'est aujourd'hui, on en parlait justement avec Taylor là dans le. Bah là, on est revenu de Londres là. C'était quand on est arrivé hier, avant-hier. Et justement, on en parlait beaucoup. Tu avais un acteur qui s'appelle Ed Westwick qui était là. Et il parlait justement lui de comment il gère ces deals là avec les marques et qu'aujourd'hui, lui justement, il préfère prendre de l'equity aussi. C'est ce qu'il avait fait sur la boîte qu'ils ont ensemble, Shares, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe de plus en plus chez des très grosses célébrités. Et même pour la marque, aujourd'hui, quand tu as la bonne personal brand en face, après, faut pas juste quelqu'un qui est connu, mais quand tu as vraiment la bonne personal brand qui fit parfaitement avec ta boîte, ça peut être un tremplin énorme en termes de crédibilité. Je vais aller voir comment il s'appelle, joueur de tennis. T'as qui? T'as Nadal, Djokovic. Et je pense que c'est Nadal. Je pense que c'est Rafael Nadal. Ah, Celui qui gagne tout en Roland Garros, c'est Nadal. ouais, bah ça doit être lui. Rafael Nadal. Si tu fais partenariat avec On. Tu vois ce que c'est ou pas On, la marque? Non, jamais vu. Attends, marque de chaussures. On. Je crois que c'est On hein, ou c'est. Ouais, c'est ça. T'as déjà dû voir. Ouais, peut-être que j'ai vu, mais ouais. Chaussures de sport. Et en gros, il y a un partenariat avec un joueur de tennis. Donc c'est génial. Et donc ça, je trouve que c'est une marque en train d'exploser. Et pour piquer des parts de marché à Nike, il faut le faire. Ouais. Et donc ils arrivent à s'associer aux bonnes personnalités, etc. Moi, je trouve ça bien. C'est une belle brand que j'aime bien en ce moment. Ouais, c'est pas tout de prendre des gens qui sont connus, c'est des gens qui représentent réellement l'ADN de ta marque et qui vont être vraiment alignés, qui vont être un fit parfait avec, tu vois. Donc s'ils ont fait ça, en tout cas, c'est un magnifique move et c'est justement ce genre d'action-là qui peut leur faire prendre des parts de marché sur les plus grosses entreprises du monde, Bah, tu c'est vois, sûr. clairement. Là, ils s'associent aux bonnes personnes et le personal brand est plus fort que la brand et la corporate brand. Donc forcément, ils vont prendre des parts de marché. Et la personal brand de ces personnes-là vont contribuer à leur brand justement global en Oui, réalité, tu aussi vois. en plus. Bah oui, c'est un élément. Un truc aussi, un ovni, c'est OpenAI. Et on va en parler juste après, justement, parce que ça fait partie de l'actualité. J'aime pas trop la brand de Sam Altman. Mais par contre, la brand de la boîte, je la kiffe. Ouais, la brand de la boîte, elle est ouf. Et c'est génial. Il y a un nouveau rebranding. On vous le met là à l'écran. Il est vraiment sympa. Tu vas nous dire ce que tu en penses après. C'est ça, avec plaisir. Mais tu vois, Sam Altman, je suis chaud d'avoir ton avis sur Sam Altman, mais je trouve qu'il est une image de marque de merde. Moi, je t'avoue que Sam Altman, genre, tu vois, à part quand il y a des grosses annonces qui se passent, etc., c'est pas quelqu'un que je suis beaucoup. Ouais. Genre, je reste toujours curieux et intéressé parce que voilà, c'est dans l'air du temps et tu vois, c'est clairement un pionnier de cette nouvelle ère. Mais c'est pas quelqu'un sur lequel je me suis réellement penché, tu vois. Moi, j'aime bien me pencher sur des gens qui sont dans mon domaine, des gens que je vais étudier, mais vraiment, vraiment en profondeur. Je vais aller tout regarder sur eux, je vais tout analyser, tout chercher à comprendre. Mais je suis curieux de tout, mais j'approfondis pas tout, tu vois. Je me focus vraiment sur juste essayer de remplir mon cerveau de choses qui vont me servir. Et par exemple, genre, tu vois, tu prends OpenAI ou ChatGPT, etc. et tout, c'est des choses qui m'intéressent, mais l'analyse de leur brand, l'analyse même de Sam Altman ou quoi, c'est pas des choses qui m'ont directement parlé, donc c'est pas des choses que j'ai approfondies, genre, tu vois. Mais c'est ouf ce qu'ils font. Pourtant, c'est intéressant hein, parce que toi qui bosses, qui fait des séminaires avec des mecs qui ont des grosses boîtes, tu vois, il a bossé, il était patron de Y Combinator quand même. Ouais. Donc c'est un personnage qui est intéressant. Mais moi, l'image que j'ai de lui, c'est un mec un peu manipulateur, tu vois, qui s'est fait quand même virer de sa propre boîte, donc il y a peut-être une raison. Je sais pas si t'avais suivi, mais il s'est fait virer d'OpenAI et puis Ouais, il est revenu au board, enfin un bordel, il a viré tout le monde. Tu vois, ce qui paraît, il a manipulé Elon Musk aussi, enfin tu vois, c'est un... Après, c'est un jeu, genre, tu vois, je pense qu'Elon, il a manipulé beaucoup de gens aussi, Mais il s'est fait tous. virer aussi, Mais il a pas cette image-là, tu vois, Elon. Bon, il a une image de nazi en ce moment, mais bon, Ouais, mais, c'est pas mieux. Ouais. Non, mais c'est fou, là, même, t'as vu Kanye West, là, ce qui s'est passé? Mais oui, il a un t-shirt nazi. Mais en fait, non, mais c'est pire, c'est Sur que... son site. Non, mais c'est pire que ça, c'est qu'il a payé l'ADS du Super Bowl 8 millions de dollars uniquement pour rediriger là-dessus. Et quand tu rediriges sur le site, il y a un seul t-shirt en vente, c'est celui-là. Ouais. Donc c'est pas genre en mode... Déjà, s'il avait fait un site avec plein de t-shirts différents et qu'il avait mis juste lui au milieu des autres,
Déjà, c'est chaud de fou. Ouais. Mais là, il a payé une pub 8 millions de dollars pour rediriger tout uniquement vers ça. Et là, tu vois, genre, il avait déjà dit des dingueries, il avait déjà fait des trucs de ouf, mais genre là, c'est le truc, tu vois, genre vraiment, genre, tu vois, tu peux pas trouver une théorie pour essayer de justifier ou quoi, genre, tu vois, là, c'est clair. Et la veille, il a mis I love, genre, tu vois, voilà, Ouais. truc. Et donc là, il est en train de détruire sa brand, et moi, j'ai le seum parce que je kiffe ses musiques. Ouais. Donc j'ai vraiment Ouais, le tu seum. C'est mon introduction de mon 24 heures, tu vois. Ouais, putain. Mais, et c'est toujours dur de faire la limite entre l'artiste, je pense, et l'art. Genre, tu vois, c'est dur de se placer par rapport à ça, tu vois. Ouais, Est-ce que tu peux aimer c'est un l'art grand débat, ça. en détestant l'artiste? Et t'as eu plein de peintres où c'était comme ça et tout, plein de... Et c'est un peu ça aussi avec, par exemple, même Elon Musk, si jamais tu parles de ça. Oui, les entrepreneurs. Ouais, Les tu vois, gens les qui entrepreneurs. boycottent Tesla maintenant, depuis qu'il a fait un salut nazi, les gens ils boycottent C'est Tesla, ça, quoi. faire la différence entre, tu vois, c'est un sujet qui est où la frontière, elle est très, tu vois. Est-ce que tu dissocies l'art de l'artiste, tu vois, du créateur, Tu- ou l'entreprise de l'entrepreneur? Tu dissocies toi ou pas le fondateur de sa boîte ou pas? Pour moi, ils sont liés. C'est compliqué, mais en même temps, genre, tu vois, c'est une entité morale, c'est une entité physique, tu vois, en même temps, il y a déjà même légalement une différence, et inconsciemment, il y a une différence, tu vois. Tu peux très bien monter une boîte et quelqu'un d'autre la reprenne, qu'elle te survive, qu'elle te dépasse. Donc, t'as ta boîte, mais à la fin, c'est ta boîte, mais si elle marche bien et qu'elle se développe, c'est plus que ta boîte, c'est la boîte par entière, et toi, t'es la personne à l'origine, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que la frontière, elle est floue. Ouais. Est-ce que si Steve Jobs c'était un copain de Kanye West là, tu Ouais. vois, est-ce que t'achèterais un iPhone? Franchement, je sais pas, parce que même un Kanye West, par exemple, aujourd'hui, j'écoute ses musiques, tu vois. Ouais. Et ça veut pas du tout dire que j'adhère à son message ou quoi. Au contraire, mais après, t'as aussi quelque chose où t'as une différence entre la personne quand elle a créé le produit qui elle était et qui elle est au moment, à l'instant T, tu vois. Tu prends par exemple un Elon, avant, il avait jamais fait de choses comme ça il y a quelques années, tu vois. Ou en tout cas, pas publiquement, en tout cas. Je l'ai jamais vu passer. Tu prends par exemple un Kanye West, quand il a sorti certains sons, par exemple, que j'adorais ou quoi, il était à fond en mode gospel, église, etc. Il était pas du tout dans le même personnage que maintenant. Donc t'as aussi en fait la timeline de la personne. Est-ce que par exemple un Steve Jobs, si dès le début il était comme ça, etc. et tout, peut-être pas, tu vois. Mais si jamais, genre, tu vois, c'était quelque chose où il avait créé un produit incroyable et qu'après le mec il a vrillé et que sa boîte elle a été reprise par d'autres personnes, qu'elle lui a survécu, que le gars il aime plus là, etc. Est-ce que tu vas pas consommer le produit à cause de ça? Tu vois, la frontière elle est, tu vois. Après, tu votes aussi en tant que consommateur, tu vois, quand C'est vrai. tu achètes un iPhone, tu contribues Ah, aussi. tu soutiens. Tu soutiens indirectement le fondateur, tu vois, et l'artiste. Mais si jamais tu pars sur ça et que tu soutiens et que tu fais vraiment cette réflexion-là, c'est ça qui est dur. Mais dans ce cas-là, même tes téléphones, tu vois, les minerais qui sont faits dedans, quand tu vois ce qui se passe au Congo en ce moment, quand tu vois plein de choses, on vit dans un monde où malheureusement, si tu vois, t'as envie de te prendre la tête et de te creuser là-dessus, mais si jamais tu le fais vraiment, bah en fait, tu le fais pour tout. Ouais, non, Et tu peux être hypocrite, tu vois, dans ce cas-là, si tu le fais que pour un, mais après, tu peux choisir tes combats. Mais je pense que c'est une bonne question, mais à se poser à chacun de nous, tu vois. Ouais, mais c'est du coup, et c'est là où c'est intéressant, où quand tu fais la pirouette mentale inverse, de si j'arrive. Parce que quand un fondateur il fait le bien, il prône le bien, enfin il fait des bons moves, sa boîte empathie aussi. Ouais. Tu vois, enfin, et sa boîte gagne en force. C'est ça la puissance et la faiblesse du personal branding, tu vois, à la fois. C'est que bah, du coup, t'es lié à ça. Et par exemple, je pense qu'un Elon, moi je te prends un exemple, je suis pas du tout fan de voiture, mais pendant une période, je me disais, ok, si jamais je dois avoir une voiture dans ma vie, ça serait une Tesla, tu vois. Tesla, bah et oui. j'étais sûr, genre, je voulais vraiment que ça. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, tu vois, genre, je me dis, ok, une voiture, en fait, je prendrais peut-être pas une Tesla, mais inconsciemment, peut-être que ça a joué, tu vois. Ouais, Donc, effectivement, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que quand t'es une marque aussi, faire attention aux personnes avec qui tu t'associes, c'est très important. Ouais, c'est terrible. Mais donc, retournons un petit peu, parce qu'il y a quand même des designers qui écoutent ce podcast, parce que le branding, les gens aiment bien mettre logo, charte graphique, tu sais, derrière branding. Donc, c'est terrible. Mais les gens, grâce au personal branding, je pense, se détachent un petit peu de cette image de ouais, c'est une charte graphique, un logo, Ouais, c'est des vrai. couleurs. Ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, c'est l'univers, c'est la Ouais, vibe, c'est à quoi tu penses, le biais d'association. C'est le haut de l'iceberg, le logo, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, les gens passent en général, à mon humble avis, beaucoup trop de temps sur leur logo, sur tout ça, etc. Alors de se pencher vraiment sur qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer plus en profondeur de ça. Le logo ou la charte graphique, C'est une conséquence. ça en c'est fait. une représentation de ça en Exactement. fait. Et c'est exactement ça. Le logo, c'est la conséquence du travail que tu as fait en stratégie de marque Ça. avant. Les gens se focusent Avant beaucoup ça. sur le top de l'iceberg et font pas ce travail en profondeur, tu vois. C'est ça. Et donc, alors, parlons de logo du coup. Avec plaisir. T'as vu le logo de OpenAI? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de la nouvelle DA que je vous affiche là? Tiens, regarde, je te le montre un Ouais. petit peu. Alors, tu vois, ça c'était Ah non, les deux sont nouveaux. Ils ont pas mis d'avant-après. Mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette DA un peu minimaliste, un peu à la Apple, mais qui s'en détache quand même un peu, très noir et blanc avec des petites couleurs pastel et tout? Là, je te partage mon ressenti, on va dire, plus dessus, comme ça, directement quand je le vois. C'est que
Je pense qu'aujourd'hui, déjà, ça rentre dans l'air du temps parce que tu as une standardisation en réalité des marques où de plus en plus les logos sont dans de la sobriété parce que c'est ce qui te rentre dans la tête et encore plus, je pense, dans la tech. Tu vois, tu as beaucoup de logos qui sont très, très, très simples, on va dire, très épurés. Je pense que ça fit bien avec ça. Mais donc, du coup, tu as ton ce logo-là directement. Ouais, ou tu sais, Le la pictogramme. vidéo que je t'ai montrée, qu'on Ouais. fera apparaître dans la Ouais. vidéo là, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu? Moi, j'ai kiffé l'aspect, on en parlait juste avant, du sound design. C'est Ouais. un truc moi auquel je fais très attention sur mes vidéos. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent dans la musique, tu vois. La musique, quelque chose qui te donne plus d'émotions, qui te transperce plus que simplement une image, des fois. Et j'ai kiffé le côté sound design de la vidéo, franchement. Je trouve Ouais. que ça te met dans un univers, ça te met dans une vibe, tu vois, qui est... effectivement, t'as vraiment le côté un peu à la Apple aussi, avec la palette de couleurs qu'ils ont rajouté. Ça me fait penser à quand Apple, tu sais, ils avaient sorti les iPhones, je sais plus c'était quoi, XS ou je sais plus, mais avec les couleurs, tu sais, t'avais les tons pastels, Oui, etc. je vois, ouais. Et ça C'est apportait vieux, une ça. fraîcheur, tu vois, à la brand, je trouvais. Ouais, j'aime bien ça. Ok, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue qui est où toi t'as jamais mis les mains dans un logiciel t'as pas Jamais. utilisé beaucoup Photoshop ni Illustrator. J'ai jamais ouvert Photoshop ou Illustrator de ma vie. Je crois le seul truc que j'ai déjà ouvert, c'était Lightroom sur mon téléphone à l'époque. Mais genre, tu sais, où je l'utilisais, genre... c'était affreux comment je l'utilisais, Ouais, genre, tu vois. genre tu mettais des filtres Ou- préfets Ou horribles. Canva, genre, tu sais, comme on a tous fait pour reprendre un petit logo, un truc et tout, faire Non. des pages Insta. Non, tu l'as pas Pas fait? moi non. Moi, je faisais ça. Et, Ah, moi, je fais ça toute la journée donc heureusement que je fais pas ça. Mais mais c'est même à tes intéressant. débuts, t'as pas commencé... Bah Canva ça existait pas quand j'ai commencé Ok. déjà. Et non, moi j'ai commencé très vite sur bah tu sais alors, moi j'ai commencé il y a peut-être 10 ans à utiliser ces logiciels là. J'ai commencé à monter sur Sony Vegas Pro 13 ou 12. Je crois les premiers. Tu parles chinois pour moi, là. Sony Vegas, c'est un Là. logiciel de montage. Ok. Lui, il sait de quoi je parle, le mec derrière. Et mais en gros, ouais, c'est des vieux logiciels et j'étais sur Photoshop. Et en gros, en fait, avant, les logiciels, comme Photoshop, etc., t'achetais une licence pour le logiciel. Hmm. Et tu l'achetais en one shot. Donc en fait, c'était facile de craquer un logiciel. Maintenant, c'est un abonnement. Et si tu payes pas l'abonnement, bah, t'as pas accès aux mises à jour. Ouais. Donc t'as pas accès au cloud et tout. C'est Ouais, là où ils ils sont sont très malins. Mais donc du coup, tu peux craquer, mais t'as pas accès à tout machin. Et du coup, Moi, je dois recraquer la nouvelle c'est version. mieux de payer. Mais avant, tu vois, Photoshop, ça coûtait plusieurs centaines d'euros. Hmm. Donc tu craquais. Donc moi, j'ai craqué très vite sur Photoshop. En fait, moi, j'ai commencé genre vraiment il y a 10 ans. Mes premières vidéos YouTube, elles ont 10 ans. Ah ouais? Sur une chaîne. C'était quoi ta première vidéo que t'as fait? Mec, bah, je crois que t'as dit c'était un speedrun Minecraft. Ok. Ah, donc t'es un vrai gars qui est venu YouTube comme ça. Ouais, mec, moi, je fais des vidéos depuis 10 ans, mec, vraiment. Juste, C'est long. elles sont en privé. Mais j'ai une chaîne YouTube de genre 4000 abonnés. Il y a, sans mentir, 400 vidéos. Ok. Genre de tout, tu vois. Genre, il y a des trucs Minecraft, il y a des trucs de moi à la salle où je fais 60 kilos, tu vois. Ça vaut de l'or justement. Ouais. Non, mais ça vaut de l'or vraiment parce que moi je le vois aujourd'hui quand on remet des vidéos de moi, alors tu vois, mais tout début ou quoi, c'est là où ça crée le plus de connexion émotionnelle avec les gens parce que tu peux pas le mentir. Tu vois, ces vidéos-là que t'as fait, elles sont là, genre elles reflétaient vraiment qui t'étais à ce moment-là et les gens kiffent voir l'évolution. Ils aiment pas voir le produit fini, ils aiment voir l'évolution qu'il y a eu, Ouais. tu vois. Ouais, Donc moi, c'est. j'ai trop honte. Non, mais au contraire. Au contraire, tu dois être fier de. Pourquoi avoir honte? Je sais pas. Tu kiffes pas l'évolution que t'as eue? Non, mais si, je kiffe, mais je préfère montrer. Parce qu'en fait, ça me sert pas. Ouais, ça te sert pas toi par rapport à ce que tu fais à tes clients. Peut-être plus tard. Hmm. Mais aujourd'hui, je dois montrer un truc parfait. Ouais, un truc clean qui représente ce que tu vends. Voilà, ils doivent se projeter en moi. Tu dois être le produit de. C'est produit, ça. quoi. Le cordonnier bien chaussé. Je crois que je parle de ça à chaque épisode, mais c'est important pour moi. Et du coup, ouais, tout est clean dans ma brand ou ma personal brand. Mais donc, du coup, voilà, j'ai 10 ans d'XP. Au moins, j'ai de l'XP. Tu vois, et c'est assez gaulerie. Mais donc, du coup, ouais, c'est intéressant d'avoir ton point de vue d'utilisateur qui est pas du coup à faire des logos toute la journée. Donc ça, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé la DA. Ils ont retravaillé quelques éléments. Tu as dû voir vite fait la taille et tout. C'était des trucs très subtils. Ils ont refait une fonte. Maintenant, ça, tu pourras en parler à tes et crâner en soirée. Mais aujourd'hui, une boîte qui se rebrand, il faut qu'elle fasse sa fonte elle-même. Ah, ça coûte très cher une fonte. Hein. Ça peut coûter des millions. Donc, tu vois ce que c'est une fonte? Ouais, bien sûr, la police que tu vas avoir. Et donc, eux, ils ont fait OpenAI 100, et qui est juste magnifique. Alors, moi, je la trouve magnifique. Toi, tu te dis, ah, bon, c'est une fonte. Ouais, c'est très clean. Mais en tout cas, et du coup, maintenant, en vrai, quand tu es une grosse boîte et que tu veux te rebrand, il faut une fonte sur mesure, en fait. Ouais, qui T'as représente. plus le choix. Parce qu'en fait, ce qui est très bien avec ça, et ça, c'est encore une notion de branding que les gens sous-estiment, c'est que, tu vois, par exemple, Deep Research, qui est un agent IA de OpenAI,
juste tu l'écris avec la fonte d'OpenAI. Ouais, c'est leur logo. Tu vois, parce que c'est leur fonte. Ouais. Ça fait partie de leur brand. Et donc, du coup, les logos deviennent juste des fontes. Tu vois, je sais pas si Cher, je crois pas qu'ils aient une fonte custom Cher. Je crois qu'ils en ont fait une, si. Ils étaient passés par une énorme agence de branding qui s'appelle, je sais pas si c'est Koto. Comment elle s'appelle? C'est Koto, ouais, ça doit être Koto. Ouais, Koto, ouais. Qui, je sais, facture genre du 150 000, 200 000 la charte graphique, etc. et tout, facile. Souvent, ça, c'est le prix de la fonte. Ouais, bah justement, c'est ce qu'ils avaient pris, ouais. Ok, ils ont peut-être fait une fonte sur mesure. Ils ont une fonte, ouais, ils ont une fonte. Mais donc, du coup, tu vois, s'ils ont des sous-produits, par exemple, ou des mots-clés qu'ils veulent mettre, bah, juste, ils l'écrivent avec leur fonte. Tu peux faire des dérivés de la brand avec ça. Voilà. Donc, ça c'est assez abusé, quoi. C'est assez abusé. On en parlait tout à l'heure des gens qui associent une marque personnelle à leur entreprise. On voit ça beaucoup avec des petites boîtes. Mais là, plus ça va, plus on voit des grosses boîtes qui font quand même plusieurs dizaines, voire des centaines de millions à l'année, mettre un personal branding. Bah même Elon Musk, on en reparle, mais c'est au plus haut niveau. Mais ça, c'est un ovni, tu vois. C'est un ovni, mais je pense que ça arrive de plus en plus. Tu vois, tu le prends, après on va parler de plus des intermédiaires, mais tu prends même un Zuckerberg. Il y a 10 ans, l'image que tu avais de lui, ou même il y a quelques années, c'était un nerd qui était dans sa chambre. Je veux dire, même Zuckerberg, même il y a quelques années encore de ça, tu le voyais pas trop sur les réseaux, genre, tu vois. Aujourd'hui, tu le vois en photo avec des mecs du MMA, tu le vois en train de faire du surf sur sa planche avec un drapeau américain. Tu le vois avec une chaîne autour du cou en mode beau gosse, etc. et tout. Ça, c'est pas du hasard. C'est pas lui qui s'est dit, vas-y, juste je vais partager quelques moments de ma vie. Ça, c'est calculé. C'est des heures et des heures de réflexion, de stratégie, de comment repositionner sa brand, etc. Donc aujourd'hui, que tu prennes un Zuckerberg, que je prenne un Elon Musk, là, j'en ai pas d'autres comme ça qui me viennent tout de suite. Mais même un Jeff Bezos, en réalité, de comment il se présente maintenant, la transfo physique qu'il a eu, comment il le montre, des photos de lui, entre guillemets, qui fuit quand il est sur son yacht, etc. Enfin, tu vois, tout ça, moi je crois pas que c'est du hasard, tu vois. Ça, c'est du positionnement, c'est de la stratégie, c'est l'image de marque qu'il représente. Et aujourd'hui, je pense que même au plus haut niveau, en réalité, ils le font aussi de plus en plus, tu vois. Tu prends par exemple un Jack Ma, tu vois toutes les vidéos qui étaient virales de lui sur les réseaux, etc. et tout, le mec de Nvidia, etc. De plus en plus, quand même, ils font des conférences, ils se mettent en avant, ils passent sur des podcasts, ils cherchent à travailler leur image, à toucher une audience. Donc je pense qu'en réalité, même au top niveau, c'est en train de changer aussi. C'est pas que sur les petits ou les moyens, c'est même au top. Et ça part du top et ça... Voilà. Donc après, t'as tous ceux qui sont dans l'infoprenariat ou même qui build des plus petits projets, on va dire, qu'ils le font. Mais aujourd'hui, t'as plein de boîtes, moi, que je trouve géniales qui le font. Comme par exemple, je trouve que Rassem de Legal Place, il fait un super bon travail sur sa brand. Je trouve que par exemple, Guillaume, qui a un bon pote, Guillaume Moubèche, sur l'Emlist, ça l'a beaucoup aidé aussi. Tu prends des personnes comme Mounir de Finari, qui le fait aussi beaucoup sur YouTube. Tu as de plus en plus de personnes comme ça qui utilisent leur personal branding dans des domaines aussi tech, dans plein de choses, tu vois, dans des agents immobiliers, dans plein de choses différentes. Et ça, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, ces personnes-là, leur business n'est pas 100% corrélé à eux, mais ils se présentent un peu plutôt comme des ambassadeurs justement de leurs produits, un peu des face-off de leur compagnie, genre, tu vois. Et c'est pas, par exemple, tu prends Guillaume Moubèche, l'Emlist n'est pas Guillaume Moubèche, tu vois. C'est Guillaume Moubèche vient incarner un petit peu l'Emlist et vient donner de la traction à l'Emlist. Et moi, ce que je trouve qu'il y a de puissant quand tu veux développer ta boîte, c'est au début de capitaliser sur ton personal branding et après de rediriger l'autorité de ta personal brand vers justement ta brand, tu vois, pour rediriger du trafic dessus et faire en sorte que ta brand puisse vivre par elle-même et soit suffisamment forte pour pouvoir te dépasser. Et en fait, que ton personal brand vient servir comme un effet un peu de tremplin pour ta brand. Et en fait, ça fait qu'après, certes, t'es le fondeur, etc., mais t'es pas corrélé à 1 milliard de pourcents, tu vois, dessus. Et ça te permet après de créer aussi d'autres boîtes où tu vas pouvoir à chaque fois utiliser le noyau principal qui est toi et redispatcher justement cette autorité-là après sur ce que tu construis petit à petit, genre, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un levier qui peut être très puissant et qui est de plus en plus utilisé. Moi, j'aime bien le fondateur de Legal Place. Ouais, Rassem. Je trouve que c'est lui il a bien réussi à faire le drop où il s'est beaucoup mis en avant, il continue à le faire. Mais je trouve que Legal Place, elle est vraiment... Ça a toujours une image corpo, genre une belle image et tout. Ouais, et puis il y a beaucoup de gens qui vont dessus sans connaître le patron, quoi. Ouais. Donc, il a utilisé son personal brand pour rediriger du trafic dessus, mais sa brand est plus forte que lui. C'est ça. Et ça, c'est super puissant et franchement, chapeau à lui. Alors, rentrons un petit peu dans le technique par rapport à ça. Je te laisse nous donner un petit exemple, un petit use case, parce que là, en fait, tu nous donnes un peu des vérités, tu vois. En vrai, pour un mec qui a un peu étudié le secteur du personal branding, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Comment concrètement on vient un petit peu travailler une personal brand quand, je sais pas, on monte une startup, une agence, quelque chose. Tu peux nous donner un exemple, soit que tu as vécu avec un de tes clients, tu peux nous donner un exemple de tes clients par exemple qui a explosé, ou un exemple fictif. Moi, je te donnerais plutôt le playbook en général de réflexion que j'ai par rapport à quelqu'un qui veut faire du personal branding.
Et ça peut être, et c'est des questions vraiment simples, mais qui sont essentielles à se poser et où les gens vont pas assez en profondeur. C'est comme toi, par exemple, quand tu parles d'un logo, qu'est-ce qui fait un bon logo, etc. Bah, c'est est-ce que tu as réellement défini tes valeurs, toute la profondeur qu'il y a derrière. Et c'est des choses simples, mais c'est les choses simples que tu as approfondies. Et ça qui font qu'après, la personne, quand elle voit le logo, elle se dit putain, je sais pas pourquoi. Par exemple, là, OpenAI, je sais pas pourquoi, c'est simple, il y a rien. Mais j'aime. Genre, tu vois, genre, c'est top. Parce que justement, il y a eu ce travail-là en profondeur que tu ne peux pas voir et qui est reflété par cette chose-là. Et au contraire, en général, plus c'est bien fait, plus t'arrives pas à expliquer particulièrement pourquoi t'aimes quand t'es un novice ou quoi, mais juste en fait t'aimes ou t'aimes pas, genre tu vois Ça ce que je veux marche. dire. Et c'est la même chose pour moi sur du personal branding. Ça marche. C'est un peu la réflexion que j'ai, genre tu vois. Ouais. Donc moi je pense la première chose quand tu veux faire du personal brand déjà c'est de pas faire de la personal brand pour faire de la personal brand, mais de faire de la personal brand intentionnelle et de savoir dans quel objectif premier tu vas le faire. Parce que si jamais tu le fais dans un objectif même pour ta boîte, par exemple principalement pour lever des fonds, pour faire de l'acquisition pour ta boîte, pour faire du recrutement, pour faire différentes choses, la stratégie que tu vas avoir, il y a des points de cette stratégie-là qui vont différer. Ouais, ça va varier de fou. Parce que ta personal brand, elle doit te servir à justement quelque chose. Mais si t'as pas de la clarté sur ton objectif, tu vas juste créer du contenu et il y aura pas un positionnement clair, il y aura pas un alignement, tu vois. Ok, donc étape 1, trouver son objectif. C'est ça, définir son objectif et définir l'intention de pourquoi tu crées du contenu, Ok. dans quel objectif. Ok. Étape 2. Étape 2, pour moi, ce qui va être important, ça va être... Moi, j'aime beaucoup... D'un côté, tu vas avoir deux choses. Tu vas avoir maintenant, par rapport à cet objectif-là, tu vas avoir beaucoup l'analyse de marché. Moi, je te dirais étape 2. Ok. Ça va être vraiment analyser les personnes qui sont dans ton marché, qui font déjà justement ce que tu veux faire, pour pouvoir voir par rapport à ce marché-là comment tu vas te positionner. Tu peux te positionner par exemple sur le même créneau que quelqu'un, en opposition par rapport à quelque chose, mais il va falloir à un moment donné que tu aies un positionnement qui soit clair par rapport au spectre des autres personnes qui sont sur le marché, tu vois. Ok. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ce positionnement-là, ça va être par exemple, genre, tu vois, je te prends typiquement je te prends l'exemple par exemple de Rassem de Legal Place. Je trouve ça super intéressant parce que il est arrivé d'une manière qui était complètement différente des autres acteurs du marché, genre, tu vois. Avec ses formats courts, avec même le personnage aujourd'hui qu'il a sur les réseaux, je trouve que ça se place complètement de manière différente d'autres acteurs qu'on pouvait voir dans son marché, genre, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Je suis pas trop d'accord avec toi, mais Ouais. on en reparlera après parce que ça va faire une très belle transition sur un autre truc. Mais donc, en gros, étape 1, du coup, trouver l'objectif. Ouais. Étape 2, analyse de marché. Je suis d'accord avec toi. Étape 3. Étape 3, pour moi, ça va être de se confronter au marché, ça va être de créer pour moi, directement. Ça sert à rien pour moi de passer 10 000 ans avant de commencer à se confronter au marché, parce qu'à la fin, tu peux avoir beaucoup de perceptions dans ta tête de ce qui marche ou ce qui marche pas, mais il n'y a que le marché qui décide en fait en réalité. C'est comme moi je dis en général, le marché vote avec sa CB. À la fin, si ton projet il marche ou il marche pas, c'est concrètement est-ce que ça fait des ventes, est-ce que Ouais, ça je perf, suis tu vois. Tout le reste, c'est que des projections que tu vas avoir dessus. Donc moi je te dirais la troisième chose, ça va être de se confronter au marché. Et quand tu vas faire du contenu, moi ce que je recommande toujours, tu vois, tu as une règle que je donne toujours moi depuis le début, et qui pour moi est la seule manière de réellement percer efficacement avec du contenu, c'est d'analyser dans ta sphère c'est quoi, on va dire, les best performing posts des acteurs qui sont déjà dans ton marché, alors, tu vois, aujourd'hui. D'analyser c'est quoi aujourd'hui les sujets, c'est quoi les thématiques qui vont surperformer dans ta niche, tu vois. Et t'en as toujours, tu vois. T'en as toujours qui cartonnent plus que les autres. Et la part du temps, l'erreur que les gens font quand ils créent du contenu, c'est qu'ils créent du contenu basé sur ce qu'ils pensent qui va marcher, et ils essayent de copier la personnalité de quelqu'un d'autre qui fait déjà du contenu. Alors que pour moi, ce qui marche, en fait, c'est de faire l'inverse. C'est de copier des sujets ou des thématiques qui ont déjà marché sur les réseaux, de se les réapproprier avec sa propre personnalité. Ok, ouais, c'est intéressant. Après, moi, je trouve ça trop technique là. Enfin, pas trop technique, trop deep. Ok, c'est une des façons de le faire. Moi, je ferais pas ça. Enfin, je confronterais au marché, je mettrais une étape 1, enfin une étape 4 entre les deux. C'est et moi, c'est ce que je fais avec mes clients quand on fait parce que je fais du personal branding et du corporate branding pour mes clients quand ils veulent en faire. C'est se dire, ok, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi dans 1, 2, 5, 10 ans, tu vois, comme pour atteindre cet objectif-là. En gros, j'ai un objectif. Du coup, quelle image de marque je dois avoir pour atteindre cet objectif? Il y en a plusieurs. Tu vois, soit tu fais une Oussama Ammar et t'es genre sans filtre, tu t'embalèques et tu dis ce que tu penses et au final, t'arrives peut-être à ton objectif un petit peu de façon un petit peu chaotique, mais tu y arrives. Soit tu fais une Alec Henry, tu vois, où tu dis, ok, pour avoir cet objectif-là, il faut que je sois cette personne-là. C'est ce que je te disais, c'est le contenu intentionnel. C'est C'est ça. comment moi, c'est ce que je te disais, pour moi, je le mets dans l'étape 1 et 2, c'est tu as l'intention de où est-ce que tu vas aller, et par rapport à ça, tu vas te positionner par rapport à où tu vas aller, par rapport aux acteurs de ta niche, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Mais je pense que c'est important de conscientiser le fait de, du coup, enfin de le mettre en étape après avoir fait l'étude de marché. Dans le sens où tu comprends le marché, tu dis ok, d'après. Parce que Ce que je te disais, tu analyses le marché, et par Ouais. rapport à ça, tu vas te positionner. c'est ça. Et tu peux te positionner en opposition par rapport à un acteur qui est déjà présent dans ta niche. Tu
te positionner sur le même créneau que quelqu'un qui fonctionne déjà, tu vas devoir trouver où est-ce que tu vas te placer dans ce jeu-là, tu vois. Ok, je pensais que tu parlais juste d'une vidéo. Non, pour moi, en fait, C'est global, quoi. tu vas avoir dans le positionnement, tu vas toujours analyser ce que je te disais, d'abord ton marché, faire ton étude de marché, ce que je te disais, et après, par rapport à ça, pouvoir positionner ta brand par rapport aux différents acteurs qu'il y a, tu vois. Typiquement, tu vois un Alec qui va se mettre un peu en opposition, entre guillemets, avec toutes les personnes qui sont de base de la forme en ligne, etc., avec un côté un peu plus corporate, maintenant, qui va venir adopter, genre, tu vois, dessus. Tu vas avoir un Oussama, effectivement, qui va être complètement différent. Tu vas avoir, tu vois, des brands qui sont aux antipodes et qui vont toucher plus ou moins un segment de marché qui va être corrélé par rapport à l'intention que tu as de ton contenu, de où est-ce que tu veux aller avec ta brand, avec ta marque, tu vois. Ok. Et donc, du coup, si on suit la théorie, une fois que tu as, on va dire à peu près ta fiche de route, une petite fiche, moi c'est ce que je donne à mes clients, c'est une fiche en A4 où il y a toutes les datas qui rentrent dessus, où il y a en gros les missions, vision, valeur classiques, tu vois, le persona et le positionnement que tu veux, et le storytelling. Le storytelling, ça va être super important. Ça voilà, aussi. moi je mets ça tout sur une fiche et on voit ça avec mon client. L'idée c'est pas d'avoir un truc long, chiant à faire. Tu sais, quand il te faut juste une fiche qui va servir de gouvernail pour avancer. Qui va te servir dans tout. De même quand tu vas passer sur un podcast, qui va te servir quand tu vas passer dans une interview, qui va te servir si jamais tu as un article. Ce qui est important dans ta brand, pour moi aussi, ce qui fait la force d'une brand, c'est l'homogénéité de la brand. Tu prends par exemple un Apple, que tu ailles sur leur site internet, que tu reçoives leur téléphone ou que tu ouvres le téléphone, enfin tout est... Cohérence graphique. Tu as une cohérence, même pas que graphique, tu vois, dans tout. Ouais. Dans tout, tu vas avoir une cohérence. Et toi, c'est la même chose dans ta brand, pour moi. Plus une brand va être forte, plus tu as une brand qui va être cohérente, tu vois. Et qui va être stricte. Ça, c'est une brand, pour moi, c'est aussi savoir ce que tu n'es pas, tu vois. Oui, ça je suis d'accord. C'est très très important. C'est ce que tu es, mais c'est aussi ce que tu n'es pas. Ok, et donc là, maintenant, on a fait la théorie. Concrètement, comment on fait du coup pour développer cette brand? Moi, si je me base sur la définition que tu m'as donnée un petit peu, et ça, c'est il faut qu'on aille s'associer aux éléments qui se rapprochent de ce qu'on veut devenir. Ouais, ça va être super important dans la notion vraiment de branding, pas juste de performance, de contenu, etc. Avoir l'association comme ça va être très important. Tu prends et l'association, ça peut être fait de plein de manières différentes, tu vois. Moi, j'aime beaucoup par exemple ce qu'a fait Yomi. Je trouve que c'est intéressant. Yomi, de base, il avait une image où vraiment c'était le premier gars qui a vraiment percé sur les réseaux, sur YouTube, dans le e-com, tu vois, qui était renois ou genre métis, qui arrivait avec des sons genre de rap US, avec certaines sapes, etc. et tout. À l'époque où tu avais Léo Guillot, où tu avais plein d'autres personnes qui avaient un positionnement complètement différent, qui étaient blancs, en Ralph Lauren, dans des bureaux à Londres. Genre, tu vois, je schématise, tu vois, je caricature, mais c'est important parce que du coup, Yomi est venu toucher un nouveau segment d'audience avec une brand différente. Puis cette brand-là, il a pu vite être pris un petit peu comme un gars, tu vois, juste qui fait du lifestyle, un gars un peu comme ça, etc. et tout. Donc en fait, il a fait évoluer aussi sa brand, et d'un coup, il a commencé à beaucoup parler de Harvard. Et du fait qu'il a passé par exemple 3 mois à Harvard et qu'il a étudié là-bas, il avait fait un stage là-bas, etc. et tout. Et il a beaucoup capitalisé dessus, même dans ses vidéos, tu le voyais, il avait un pull Harvard dans beaucoup de vidéos. Parce que du coup, ça lui a servi, on va dire, à légitimer justement sa brand et de pas avoir juste l'image du gars qui écoute des sons de Drake, qui est en bagnole à Dubaï et machin et tout, mais d'avoir aussi quelque chose, on va dire, de plus sérieux qui est venu un peu, on va dire, rééquilibrer justement sa brand. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un bon branding d'association qu'il avait fait avec Harvard. Et tu vois, il l'a répété sur d'autres choses. Et c'est super intéressant, je trouve, tu vois. Et c'est con, mais tu mets juste, c'est comme, tu vois, c'est l'exemple classique cliché, mais genre comme dans une pub, le mec il met une blouse de médecin, tu l'écoutes plus. Bah là, tu vois un jeune comme ça qui est juste sur YouTube, qui fait des vidéos lifestyle. Peut-être que tu vas accorder moins de crédit à ce qu'il fait que si jamais il avait un background où tu te dis ok, il est legit, tu vois. Donc Yomi par exemple l'a fait et tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux aussi associer ta brand par rapport à d'autres personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup, tu vois. Ma stratégie, ça a été beaucoup de m'associer mon personal branding avec plein de gens qui avaient déjà une très bonne image de marque, parce qu'en fait, cette image-là déteint sur toi, en bien ou en mal. Et moi, ça a été vraiment une de mes stratégies, tu vois, que j'ai mis en place sur moi dès mon plus jeune âge, parce qu'en fait, j'ai compris que quand tu vends notamment du coaching ou de l'accompagnement, il y a certes la valeur que tu apportes, mais il y a donc du coup l'image perçue que les gens ont de toi. Et aujourd'hui, en fait, tu as des gens qui sont excellents dans leur domaine, mais qui n'arrivent pas à se vendre cher ou qui font moins d'argent que quelqu'un d'autre, pas parce qu'ils sont moins compétents, même des fois ils sont plus compétents, mais parce qu'ils ne savent pas en réalité se brander. Ils pensent ont une mauvaise valeur perçue. Ils ont une valeur perçue, et la valeur perçue, c'est ce qui est important, parce que la personne, avant de travailler avec toi, elle ne connaît pas réellement tes compétences, elle n'a pas expérimenté. C'est très important, justement. C'est très très important. Et donc du coup, moi justement, ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est que j'ai commencé à associer mon image de marque aux plus grosses figures du marché. Donc je suis allé chercher et j'ai su justement à travers différents skills de networking, stratégie, etc. remonter avec des top players aux US
comme par exemple le Deepak Chopra, qui est tout le temps avec Oprah Winfrey, qui a accompagné par exemple Barack Obama, et qu'on a accompagné justement pour un de ses livres, qu'on a accompagné pour son personal branding sur plein d'aspects différents pendant un an. Et justement, lui, le fait de m'associer beaucoup avec son image m'a permis derrière en France de pouvoir collaborer avec les plus grosses personnes dans le dev perso en France déjà il y a 4 ans en arrière. Et on a fait exploser voilà, des gens qui étaient très connus, ça m'a permis de rentrer en contact avec d'autres personnes avec qui j'ai pu sympathiser comme David Laroche, etc. parce que j'avais associé ma marque à cette personne-là aussi aux US. Donc c'est quelque chose qui peut être très très puissant. Et moi justement aujourd'hui c'est ce que j'apprends aussi beaucoup aux gens, c'est sur Personal Figures, tu vois, c'est comment, on va dire aujourd'hui tu as des compétences, c'est génial, c'est magnifique, c'est trop bien, c'est super important de pouvoir bien délivrer tes clients, mais comment tu vas pouvoir te marketer, développer cette personal brand-là pour pouvoir être rémunéré à la juste valeur que tu pourrais réellement aller chercher et pouvoir potentiellement t'ennex ton activité juste en faisant ça, tu vois. Mais bien sûr, c'est important derrière côté aussi le back-end parce que voilà, c'est ça après qui va te permettre de développer une relation long terme et développer une belle réputation. Parce qu'à la fin, ta réputation, c'est aussi ce que les gens se disent entre eux, de toi. C'est un peu cette phrase-là, le branding, c'est ce qui se dit quand t'es pas dans la pièce, entre guillemets, genre, tu vois. Et c'est réel. Ouais, personal branding, ça. Ouais. Ça, c'était de Jeff Bezos. T'as une phrase que j'aime beaucoup aussi, pour juste finir sur l'aspect un peu citation dessus, mais qui est de Donald Trump. Je suis pas forcément un fan du personnage, mais il a une phrase que je trouve incroyable qui définit le branding. C'est si jamais ton entreprise n'est pas une marque, c'est une simple marchandise. Et c'est vrai. Une marchandise, tu fais quoi? Tu veux toujours payer le moins cher. T'as du dentifrice, il n'y a pas de marque, tu vas dire bah, je prends le moins cher, tu vois, c'est logique, tu vois. Ouais. Alors que quand t'as le Colgate, je sais pas quoi, truc machin, tu vas être prêt à payer genre 4-5 euros de plus des fois juste pour ça. Parce que c'est une marque. Et c'est la même chose pour une personne. Si t'es un coach ou si t'es un graphiste, ok, t'es un graphiste, tu fais un logo. Mais il y en a 10 milliards des mecs qui font des logos. Ok, je vais prendre le moins cher, je vais aller sur Fiverr, je vais prendre le moins cher. Si jamais t'as une vraie agence, t'as une marque, tu vois, t'as une brand, bah, je me dis, ok, t'es un coteau, ok, je me dis, vas-y, je pourrais avoir des logos avec n'importe qui sur Terre, j'ai passé pour eux, je suis prêt à mettre 200 000 parce que c'est eux. Et c'est ça pour moi la puissance, et je trouve que cette phrase de Donald Trump définit très très bien ce qu'est le branding, tu vois. Ou alors sinon vous allez sur Smooth et c'est que 4000 balles. Ah. Ok, bon, Silouane, je vais te dire un truc, ça va pas te plaire. Vas-y, on échange. Mais il y a un problème. Vas-y. Il se marre, le mec. Je vais l'embrouiller, il se marre. Il y a pas de problème. Silouane, Il n'y a que des solutions. moi, je te suivais vite fait, tranquille, tu vois, depuis peut-être. Tu fais des vidéos sur YouTube. J'ai vu passer tes vidéos. Puis, tu sais, moi, je consomme. T'as commencé avec quoi? Tu as découvert à quelle période après? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que j'ai plusieurs phases sur YouTube. Ouais, bah justement, je pense que avant tes premières phases, j'ai dû voir quelques-unes de tes vidéos. Où je parlais d'Instagram et tout, il y a 4-5 ans. Ça, 5 ans, mec, ça, j'ai vu ça. Ouais. Ça, j'ai vu de fou. Pour moi, t'étais un mec d'Insta au début. Ouais, j'étais un mec d'Insta au début. Et après, t'es passé sur 24 heures Wiz. J'ai vu la vidéo de Ous. Ouais. Où j'ai dit au début j'étais en mode oh le guignol, et puis après quand j'ai vu le bilan j'ai dit bon ça va, il est pas trop bête non plus. Tu sais que c'est la vidéo sur laquelle les gens les plus intelligents que je connais, Ouais. je te parle de gens, je peux pas forcément les citer, mais qui sont des gens très très influents dans notre écosystème. Je pense que les plus influents, ils m'ont dit c'est la vidéo que j'ai préférée. Ouais. Parce que c'est la vidéo qui reflète le mieux qui est Oussama, que tu as réussi à créer, et t'es le seul sur le marché à avoir créé une vidéo qui le reflète réellement dans certains autres aspects aussi, genre tu vois. Ouais, ça t'as un peu. Et moi dans cette vidéo là, toi aujourd'hui c'est ta perception parce que tu le consommes mais t'as pas la même expérience en création de contenu, tu vois. Aujourd'hui nous dans la création de contenu, dans le storytelling de la vidéo, cette vidéo là justement, ça a été la plus challengeante à faire et la plus intéressante intellectuellement parce qu'en fait on est parti de quelque chose où la matière n'était pas intéressante. Ouais, c'était. Et on a dû du coup en construire quelque chose, mais on a dû jongler avec les frontières où, tu vois, Oussama, moi j'ai rien du tout contre lui ou quoi. Et c'est trop facile d'aller faire du bad buzz entre guillemets dessus et de mettre tu vois un truc un peu où on allait attaquer avec un angle en mode de back buzz, d'irrespect, de machin, etc. Ouais, bien sûr. Et Et t'as réussi à bien rebondir. Et en fait moi ce que je voulais c'était trouver le juste milieu entre. En fait c'est même pas le juste milieu, c'est juste partager mon ressenti. Et je pense que Oussama c'est un personnage à part entière dans ses qualités comme dans ses défauts. Et comme je dis à la conclusion de la vidéo, c'est ce qui fait le personnage. Et fin de la vidéo, tu vois, c'était vraiment ça. Ouais, mais et je pense que tu pouvais difficilement faire mieux. Et c'était non mais c'était vraiment de toute façon moi c'est juste partager toujours un ressenti, tu vois. Mais donc voilà, donc il y avait eu cette phase là où moi Ouais. je t'ai découvert, tu vois, Insta, machin, etc. Et je sais qu'on nous on était sur des groupes WhatsApp ensemble. Bon, toi tu devais pas savoir qui j'étais, mais en tout cas moi je te voyais passer, vu que je t'avais déjà vu sur YouTube et Insta, je me dis ah tiens Silouane. Donc moi j'ai ton numéro depuis longtemps. C'était quoi les groupes Je sais pas, mec, ça devait être des pods ou des groupes de soirée. Ok. C'est, Ouais, je vois. Et tu sais, tu tombes dans un groupe de soirée et puis t'as tous les numéros de tout le monde, tu vois, donc c'est sympa. Et donc j'avais chopé ton numéro comme ça, je me rappelle, et je t'ai recroisé du coup au Chinese Business Club, Ouais. où Harold m'avait invité. Harold qui est passé sur ce podcast, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir.
Il est vachement cool. Du coup, j'ai vu un Silouane infopreneur et un Silouane entrepreneur. En vrai, en face de moi. Et je trouve que c'est pas la même chose. On en a débattu, tu vois, avec d'autres personnes, etc. Et en fait, toi qui parles d'authenticité, j'ai envie de te dire, t'es dans le faux et dans le vrai en même temps. Parce qu'effectivement, quand t'as une caméra qui s'allume, tout le monde n'est pas capable d'être comme il est quand la caméra est éteinte. Il y a des gens, ils prennent une autre... toi, tu prends une sorte d'autre personnage quand la caméra est allumée. Et en fait, c'est une forme d'authenticité, tu vois, parce que tu le fais naturellement. Donc, est-ce que c'est authentique ? Ou est-ce que tu te travestis sans le vouloir ? Alors, tu parles sur... Et d'ailleurs, tu as dit que c'était un sujet qui allait pas me plaire, mais au contraire, moi, tout ce qu'on a vu avant, je trouve ça intéressant. Mais pour moi, là, c'est vraiment intéressant parce que... Mais moi, c'est ce que j'ai toujours à mes équipes, c'est quand tu confrontes un petit peu des idées ou des perceptions, etc., que tu progresses et que c'est intéressant. Donc moi, au contraire, là, je trouve que c'est le plus intéressant. Et tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir la perception que les autres ont de toi parce que... Bah, du coup, tu n'as pas le contrôle dessus et tu ne sais pas des fois. Donc au contraire, avoir ce feedback-là, quoi, c'est intéressant à creuser. Moi, j'aimerais bien te poser la question de savoir un peu sur quel type de contenu tu parles en particulier. Parce que je te prends un exemple, et c'est vrai que ça, j'en ai eu conscience il n'y a pas longtemps. Tu vois, aujourd'hui, et je l'ai analysé vraiment avec mon équipe, et c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, le format où je suis le plus naturel, c'est les 24 heures. Vraiment, dans les 24 heures, je suis moi. Genre, tu vois, vraiment, dans les 24 heures, si quelqu'un pense que c'est pas moi ou machin, c'est juste qu'il me connaît pas, parce que, genre, vraiment, genre, c'est moi, genre, tu vois. Et bizarrement, c'est les formats qui ont le plus marché. Alors que d'autres formats où effectivement je vais plus avoir un masque que je vais faire inconsciemment, ces vidéos-là, bizarrement, ont beaucoup moins marché et ont créé beaucoup moins de connexion émotionnelle avec les gens. Et ça, tu vois, il y a eu plein de personnes dans mon équipe qui me l'ont dit, que ce soit ma mère qui travaille avec nous, qui est réalisatrice, tu vois, directement, bah, du coup, qui me connaît mieux que personne, que ce soit un de mes associés, que ce soit mes équipes, Terry, mon head of content, ils me l'ont fait beaucoup remarquer. Et maintenant, je leur ai demandé qu'on fasse un exercice, c'est quand je fais une vidéo et que je mets un peu ce masque-là, c'est de me le dire, ou même on re-regarde des vidéos de moi, et on analyse, ok, quand est-ce que j'ai le masque, quand est-ce que je l'ai pas, pour déconstruire un petit peu ça, tu vois. Et moi, c'est ce que j'expliquais, c'est que souvent, je pense quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, moi, tu vois, j'ai commencé dans la création de contenu très jeune, j'ai commencé à 16 ans à faire des vidéos sur l'entrepreneuriat. La chaîne YouTube, elle a explosé quand j'avais 17-18 ans. À ce moment-là, on faisait des centaines de milliers de vues sur quasiment chaque vidéo à une période. Et à ce moment-là, je pense que je suis rentré un petit peu dans un personnage, dans un moule, mais inconsciemment, tu vois. Et les 24 heures, ça a été un peu ma bouffée d'oxygène qui m'a permis de sortir de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant les 24 heures, j'avais arrêté la création de contenu pendant quasiment un an. J'avais plus aucune vidéo YouTube sur ma chaîne, tu vois. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train justement de travailler. C'est pour ça qu'on développe aussi d'autres formats où, par exemple, les histoires, aujourd'hui, je me rends compte que raconter des histoires d'entrepreneurs connus, etc., ça me parle, mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, c'est pas moi, tu vois. Là, on développe un autre format de contenu qui s'appelle The Journey, où vraiment, c'est 24 heures en gros dans ma vie. Et c'est vraiment filmé d'une manière où genre je sais même pas qu'on me filme, Ouais. ou alors par exemple on me filme mais genre tu vois c'est impossible d'avoir préparé quelque chose ou quoi, c'est full naturel. Et ça justement j'ai remarqué là par exemple on a une vidéo comme ça qui est sortie à New York là il y a pas longtemps, la vidéo elle a fait quelques milliers de vues mais les commentaires que j'ai reçus ils étaient ouf, et j'ai des gens qui étaient en mode justement bah là genre en mode je te reconnais c'est vraiment toi, et genre c'est ouf parce que là je connecte de ouf avec toi tu vois. Et au fond de moi sans être prétentieux ou arrogant ou quoi, j'ai toujours su et je sais que j'ai quelque chose de très spécial en moi, tu vois. Et c'est ça justement qui m'a permis de développer mon réseau, on va dire comme j'ai pu le faire, et de connecter avec certaines personnes et de créer des liens avec eux. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma plus grosse qualité, ça a été vraiment mon réseau qui m'a permis de me développer. Et maintenant, je veux réussir à, dans mes vidéos, transmettre justement cette chose-là encore plus, tu vois, parce que je sais que je l'ai. Mais il faut réussir à la montrer et à désapprendre un petit peu à retirer justement ce truc-là. Donc c'est un peu le travail qu'on est en train de faire. Et voilà, tu vois. Mais c'est un travail qui est pas facile. Bah, c'est sûr que c'est important. Et je pense que même quand tu seras plus naturel, tu le montreras. Tu montreras encore plus ton envie de tout casser. Parce que moi, je dirais pas que. C'est quoi, c'est intéressant d'en parler. C'est quoi la. Et vraiment, tu peux être sans filtre et tout. Hein. Ouais, t'inquiète pas. La pour ça. différence de la perception que t'avais et en vrai, etc. Ça m'intéresse. Ouais, bah je vais t'en parler avec plaisir. Hein. Mais je termine juste. Je pense que c'est. En fait, quand t'es naturel, tu vas toucher plus facilement les gens. J'ai envie de te dire merci pour la porte ouverte qui vient d'être enfoncée. Mais quand t'as quand t'as un truc de spécial, et moi ça me le fait aussi, je dirais pas que j'ai un truc de spécial parce que c'est pas comme ça que je le mettrai en avant, mais moi je sais que j'ai la dalle, que je vais aller chercher des gros sous, que je vais aller chercher des gros trucs, parce que je sais pas, j'ai des envies de grandeur de malade, tu vois. Enfin, dès que je vois une série, tu vois, où il y a des présidents, où il y a des mecs super riches qui sont dit pourquoi je suis pas à leur place, tu vois. Donc je vois ça, et je pense que ça se ressent dans ma façon d'être et de networker avec des gens.
et qui fait que les gens kiffent échanger avec moi. Parce que les gens qui ont des envies de grandeur ou qui ont envie d'aller loin, t'as envie de passer du temps avec ces gens-là, tu vois. Et c'est comme ça que moi j'ai développé mon réseau. Donc je pense que toi, moi tu sais, j'ai évolué à Rennes, c'est plus petit, c'est plus fermé, donc c'est plus compliqué. Et à Rennes, les gens ils ont pas trop des envies de grandeur en vrai. Ils sont plus tranquilles. À Paris, c'est plus facile. Donc je pense qu'on a un petit peu la même façon de penser de ce côté-là, d'après ce que tu dis. Et quand tu es en networking, moi en tout cas quand je t'ai eu, tu étais naturel. Et on ressentait l'envie de tout casser, de tout déchirer. Et forcément, tu as envie de passer du temps avec et de networker et passer plus de temps. Et donc moi je te dis, l'avant-après que j'ai eu de Silwan qui fait de l'infopreneur et Silwan qui est l'entrepreneur qui cause, c'est qu'en fait on a l'impression que Silwan l'infopreneur il dit ce qu'il faut dire et Silwan l'entrepreneur il dit ce qu'il pense. C'est une impression. Ça se trouve c'est réel, hein, et si jamais tu le penses, ça veut dire qu'il y a sûrement d'autres personnes que je rencontre qui pensent la même chose, tu vois. Donc c'est intéressant à creuser, mais ce qu'ils pensent comment ça, genre tu vois dans quoi tu dirais? Bah en fait c'est il y a de l'émotion déjà, Ouais. plus, mais ce qui est normal parce que t'es pas concentré sur un texte ou une caméra, t'es concentré sur la conversation que t'as avec quelqu'un. C'est pour ça que il y a plein qu'on appelle ça le concept de faux podcast fonctionne vachement bien parce que faire un dialogue avec quelqu'un ça fait beaucoup plus naturel, il y a plus d'émotion, il y a plus d'émotion, de kiff en fait, et du coup forcément t'attaches plus d'importance au discours. Et tu vois, pour rebondir juste par rapport à ça, c'est pour ça que moi je vais de plus en plus aller dans des formats comme là ce qu'on fait, du coup c'est pour ça qu'on a fait le 24 heures, mais aussi des formats là comme The Journey où c'est vraiment dans ma vie, parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai fait le 24 heures, ce que je te disais au début du podcast, c'est que quand tu vis l'émotion, ton émotion elle est amplifiée, elle est différente, tu vois. Là si en podcast que je te parle de quelque chose, je peux en parler avec un masque ou quoi, parce que, tu vois, genre, je sais pas comment dire, on est là mais j'en reparle, c'est quelque chose où je vis pas l'émotion, tu vois. Mais quand la journée elle se passe et qu'il y a quelque chose qui arrive et que tu es traversé par quelque chose, c'est là où justement tu peux le transmettre. Parce que tu es traversé en fait et tu le transmets. Et moi, c'est vraiment, en tout cas, ça qui fonctionne pour moi. Je pense que chacun a une recette un peu différente, mais il faut savoir quel format te correspond pas. Il y a différents types de personnalités. Et c'est pour ça que nous, on va aller de plus en plus vers ça, parce que je pense que c'est dans ces formats que je suis le plus moi-même. Et je sais que plus t'es toi, plus tu transperces. Et tu vois, ce que tu disais quand t'enfonçais une porte ouverte, etc. et tout, sur le fait que plus t'es authentique, plus tu touches les gens. Vraiment, en fait, il y a des gens qui ont cette capacité-là à transpercer, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence entre même les plus gros infopreneurs ou les meilleures personnes qui font des talks, peu importe au monde, et les autres. Tu vois, c'est cette capacité-là que tu as à transpercer le cœur de la personne et ça fait tout. Ça fait la diff, c'est incroyable. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça, t'as des mecs qui sont souvent un peu atteints du spectre autistique et qui sont vraiment passionnés par un sujet. Et quand ils arrivent à passer au-delà de ce spectre-là et du coup à parler et à vulgariser le truc, ça fait des gens extraordinaires parce qu'ils sont dans leur vibe, ils oublient tout ce qu'il y a autour et ils passent. Et c'est pour ça que je pense que les formats où tu oublies un peu la caméra fonctionnera beaucoup mieux chez toi et je pense que ça fonctionnera beaucoup mieux chez tout le monde qu'un format où tu es en facecam. Et moi, je te le dis, dans tes vidéos où tu es en 24 heures, oui, ce machin, et ben, quand tu es en facecam où tu présentes un truc, et ben, je remets. T'es en mode présentateur Gulli. Ouais. C'est bien là, l'image, présentateur Gulli, tu vois. T'es là, t'en fais trop, tu vois. Ouais. Et quand t'es en train de causer avec un mec, en discussion avec le caméraman, il te filme, mais sans te montrer qu'il te filme, là, tu vois, on voit de l'émotion, on voit en fait un jeune qui a envie d'apprendre, qui est avec un gars qui a fait beaucoup plus d'argent que lui, ou qui a beaucoup plus d'expérience, et qui est là, qui écoute avec les yeux qui brillent et les étoiles. Et c'est ça qu'on veut voir, tu vois, un jeune qui a des étoiles, parce que c'est comme une série. Le héros, tu veux le voir. Il s'identifie à travers toi, tu vois. C'est ça. C'est ce qu'on fait aussi. Tu veux voir le héros progresser, en fait. Tu veux le voir affronter des bagarres. Et en fait, la vidéo contre Oussama Ammar, c'était tu vois, l'histoire du héros dans le Disney, tu vois, l'épopée du héros, bah, c'était le héros qui s'est pris une torgnole, tu vois, par un boss. Et qui, c'est pas grave, il a appris son erreur et il va retourner à la guerre pour le battre. Et ça se trouve, dans 10 ans, tu referas une vidéo avec Oussama. Moi, je l'ai pas du tout senti comme ça, tu vois. Parce que je te dis, moi, vraiment, je l'ai pas du tout ressenti comme dans ça. La vidéo. Oui, non, mais du coup, dans la vidéo, en fait, le spectateur, il le ressent comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Où au début, tu prends une des remarques par Oussama qui sont pas agréables à prendre. Du coup, c'est une sorte de micro-défaite. Mais même pour ça, genre, pour le spectateur, je suis d'accord avec toi, mais oui. Je pense que les gens, en fonction de où est-ce qu'ils en sont, ont différents niveaux de lecture, tu vois. Bah, ça évolue, mais forcément, en fait, quand t'es... C'est comme un livre, genre, toi, tu prends quelqu'un qui a déjà une certaine expérience qui lit un livre, ou par exemple un beginner, il va pas comprendre le livre de la même manière, tu vois. Oui, bah c'est sûr. Mais en tout cas, en fonction, je pense que ton public cible, c'est quand même des jeunes entrepreneurs. Pas spécialement.
Ouais, je On pense. touche beaucoup de ça, mais je te promets Ouais. que les gens après qui deviennent nos clients, les gens qui achètent chez nous, et ce à quoi ça me sert, c'est pas forcément ça moi qui m'intéresse le plus, genre, tu vois. Ouais, mais les gens qui regardent tes vidéos, c'est quand même ton public, on va dire majoritaire. C'est quand même des jeunes Mais entrepreneurs. T'as beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais vraiment, et c'est ça moi qui est puissant dans ma communauté, et je te le dis vraiment parce que je le vis au quotidien, Ouais. c'est les gens dans ma commune, j'ai des gars, mais tu pètes un câble. Et moi, c'est ces gens-là justement qui m'intéressent le plus à toucher. Tous les autres jeunes entrepreneurs, etc., genre, si jamais ils peuvent kiffer, suivre mon parcours, s'identifier un petit peu, etc., et tout, c'est top. Mais moi, d'un point de vue business, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que dans mes contenus, genre, j'ai vraiment des gars, genre, je te prends par exemple un Jérôme Chabin, tu vois, qui a monté Yadé, il regarde plein de mes vidéos, tu vois. Il m'avait déjà fait un commentaire, ouais, j'ai vu ton dernier 24 heures avec un tel, j'ai pensé tel truc, c'était cool, vas-y, continue, machin. Et le fait de pouvoir toucher des gens comme ça, c'est ça qui m'ouvre aussi des portes qui sont ouf, tu vois. Par exemple, au Chinese Business Club, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Antonio, qui est génial, qui est devenu un super pote. Il m'avait découvert avec le 24 heures avec Wangen. Il a eu l'idée de sa startup où il est en train de lever plusieurs millions grâce à la vidéo qu'on a fait avec Angel. Il a pris son abonnement au Chinese Business Club parce qu'il nous a vus dans cette vidéo-là ensemble. Je l'ai rencontré au Chinese. Il est devenu membre sur le mastermind qu'on a avec Taylor, tu vois, à 30K, Ah oui. tu vois, directement. Là, maintenant, lui, ça devient le sponsor des 24 heures. Donc, du coup, dans des prochaines vidéos, du coup, justement, je vais l'annoncer, etc. Il va sponsoriser aussi l'event. Et en fait, on touche de plus en plus ces entrepreneurs comme ça. T'as toute une masse de personnes qu'on touche, qu'on peut aider, ça c'est génial. Mais moi, ce qui me fait kiffer vraiment, c'est de toucher des gens qui sont à un certain step aussi, qui s'identifient à ça parce que ils comprennent justement certaines problématiques d'entrepreneuriat, etc. Tu vois. Ok. Mais à la fin, moi, je crée juste du contenu qui moi me fait kiffer et les gens Ouais, que ça c'est fait ça. kiffer, ils le suivent, tu vois. Et après, il faut voir comment est-ce que c'est perçu et puis réussir à faire évoluer le truc. Mais je suis bien d'accord. Moi, mec, je suis insupportable quand je lis un prompteur. Je peux pas regarder une vidéo de moi où je lis un prompteur. C'est trop Mm. chiant. C'est pour ça que maintenant, j'ai arrêté le prompteur. J'ai des bullet points Ouais, quand c'est je fais mieux. des vidéos facecam. C'est le mieux. Et genre, je suis là et je parle à mon pote qui est derrière la caméra. Ça, c'est un vrai conseil que tu viens de donner. Ouais. Personnifier justement la caméra. Ah, mais moi, c'est mon pote qui est derrière. C'est mon pote qui est derrière la caméra. Je filme tout le temps avec lui, Pierrot. Puis du coup, en fait, je lui parle. Et des fois, je suis obligé de cutter parce que le mec me répond, quoi. Si j'entends sa voix, je dis, mais Pierre, je parle pas à toi vraiment, t'es au courant de ça. Donc c'est marrant. Tu sais, genre, je fais en mode. Et vous savez ce qui s'est passé après? T'as le mec qui dit, ah non, il s'est passé quoi? Je dis, mais Pierre, tais-toi. Mais donc, Personnifier, ça marche beaucoup. mais Moi, je me ouais. dis maintenant, quand je fais des vidéos, en tout cas, qui s'adressent un peu plus à un public un peu plus large, dans un objectif justement d'accompagnement, etc. Maintenant, ce que je me dis, c'est que j'essaye de parler au Silouane d'il y a quelques années, tu vois. J'essaye de parler à moi, mais comme si jamais c'était moi, mais plus jeune, justement, qui regardait la vidéo et qu'est-ce que je t'aurais dit, genre, tu vois, qu'est-ce que j'aurais aimé que tu saches, qu'est-ce que j'aurais aimé que tu comprennes, tu vois. Ouais, je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai pas assez d'expérience dans le monde business parce que moi, j'ai fait pas mal de vidéos, mais genre en mode distraction, tu vois, à la Mixem. Donc, mais le monde du business, je le touche depuis peu. Donc, mais effectivement, je pense que ça peut être une bonne astuce de parler au Arthur qui faisait des conneries au lycée. Parce que en fait, t'as de la bienveillance, tu vois, aussi. Bien sûr. Et t'as une posture aussi qui est différente et tout, genre, tu vois. Non, mais c'est très très bien. C'est très très bien, une sorte de. Tu te passes en mode mentor et tout. En plus, c'est trop cool d'être un mentor. Ça, parce que genre, tu vois, et ça dépend. Si jamais tu lui parles comme si c'était un pote, ça dépend. Comme on en dit, ça, tu reviens au positionnement. Comment tu veux parler avec ton audience, quelle relation tu vas avoir, est-ce que tu vas être leur pote, un peu leur mentor, leur grand frère, leur guide, juste un gars qui regarde, tu vois, le mec il est diverti, ça revient à quelle image tu vas avoir. Tu Toi, vois. t'es quoi du coup pour ton audience? C'est une bonne question. Moi, je pense que je vais avoir ce côté où je vais ouvrir un petit peu tu vois, je vais essayer d'ouvrir un petit peu une voie, je vais faire des échecs, je vais faire des réussites, etc. Je vais un peu déblayer justement le chemin et je vais leur dire voilà comment ça se passe. Je vous explique tout ça pour vous permettre justement peut-être d'éviter certaines erreurs que j'ai faites, peut-être au contraire de tirer profit de certaines learnings que j'ai pu avoir avec ça. Donc je te dirais un peu comme un mentor, mais pas juste un mentor qui va te conditionner dans sa manière de penser et tout, mais juste un mentor qui veut te transmettre ce qui a fonctionné ou pas pour lui et pour essayer de te faire gagner du temps, des années, qui aurait bien aimé savoir certaines choses avant, tu vois. Ok. Tu sais comment je te vois, moi? Comment? Moi, je te vois comme genre le petit frère ou le petit cousin qui a chopé une caméra, tu sais pas trop où il l'a trouvée, et il l'emmène avec lui découvrir le monde. Il y a ce Du côté-là business. aussi. Il y a ce côté-là aussi parce que tu as le côté un peu insouciance, tu vois, curiosité, etc. et tout. Et moi, ça, c'est vrai que je suis vraiment passionné. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai toujours été passionné par analyser les patterns des gens qui avaient du succès, essayer de comprendre. Quand j'étais petit, je me disais, les gens qui ont du succès ou qui sont très riches, tu sais, ils ont un truc, mais genre. Enfin, genre, tu vois, j'arrivais pas à comprendre comment c'est les mêmes êtres humains, ils ont deux bras, deux jambes, mais il y en a qui sont tout en haut du monde, il y en a qui sont tout en bas. Genre, comment c'est possible? Et c'est pour ça que j'ai kiffé les livres, tu vois, de Napoléon Hill, Dale Carnegie, etc., Ouais, bah, qui sont allés analyser les gens qui avaient le plus de succès à l'époque. Et moi, c'est un petit peu ça avec les 24 heures et d'analyser les patterns communs. Et à la fin, tu te rends compte qu'il y a des patterns qui se reflètent dans chaque personne,
mais il y a aussi le fait que chaque personne a sa propre recette, tu vois. Bah, de toute façon, c'est ça, hein, le Picasso qui disait The good artist copy, the great artist steal. Donc c'est intéressant. Et c'est un levier qui est ouf, hein, parce que même moi j'apprends beaucoup de choses, tu vois. Avec les 24 heures, je te prends par exemple Guillaume Houvèche. Tu vois, quand je passe la journée avec lui, j'avais un pote à moi qui lançait son SaaS. D'ailleurs, Guillaume, si jamais tu tombes sur cette vidéo, je te l'ai pas dit, mais en gros, j'avais un pote à moi qui lançait son SaaS et il se posait des questions. Et moi, je passe la journée entière avec Guillaume, le mec, il a sa boîte qui vaut 250 millions. Et on passe la journée, genre, vraiment, genre, je passe toute la journée avec lui. Donc, il y a ce qu'on met à la caméra, mais en off, on a plein de discussions ensemble, genre, tu vois, on devient potes, tu vois. Et moi, du coup, j'ai l'occasion, en fait, de poser des questions où je prends des learnings directs, où je disais, tiens, d'ailleurs, Guillaume, si jamais t'avais un pote qui voulait instancer un SaaS et qui ferait ça, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Et en fait, même moi, j'apprends plein de choses et c'est super intéressant, tu vois. Et j'en tire aussi profit parce que du coup, j'ai du mentoring de ces personnes-là, tu vois. Et tu prends par exemple un Elliot et Wiz avec qui on a fait la vidéo là à Monaco. Elliot, j'ai appris beaucoup de lui sur la gestion financière. Il me disait un truc et c'est vrai, genre combien de mecs on connaît ou combien de mecs je connais ou combien même moi, genre j'ai été beaucoup comme ça. On fait beaucoup d'argent, mais c'est une chose de faire de l'argent, c'est une chose de le gérer, c'est une chose de le multiplier, tu vois. Et d'apprendre justement à le stocker, genre, tu vois, à le traquer. Je suis d'accord. Donc voilà, t'apprends au quotidien et c'est ça qui est... Et donc il y a ce côté-là, je te rejoins avec toi. En fait, pour moi, genre, je suis un jeune qui va à la découverte avec sa caméra extérieure comme ça et qui derrière te transmet en mode mentor. Moi, c'est vraiment ça, en fait, tu vois, t'as les deux prismes, tu vois, et c'est ça. Bah, c'est sûr que tu dois avoir... Moi, j'ai pas trop le côté mentor, mais peut-être parce qu'on a le même âge aussi. Ouais. Ou t'es plus jeune aussi, peut-être. Mais j'ai le côté... C'est pas parce que j'ai pas la brain du mentor que je peux pas apprendre, tu vois. Mais je trouve ça génial dans tout ce que tu fais, c'est carré, tu vois. Moi, c'est aussi pour ça que je fais le podcast, tu vois. C'est pour aller rencontrer du monde, forcer un peu. C'est super intéressant. Et forcer les rencontres, le networking, parce que c'est génial. Tu vois, l'épisode qui est juste avant toi, c'est Alexis qui est passé. Alexis, tu vois, il a une marketplace d'automobile. Okay. Le mec vend des voitures en ligne. C'est pas évident, tu vois. Parce que, genre, en général, quand tu achètes une voiture, tu veux la voir, tu veux voir les vraies photos, tu veux pas voir une 3D. Tu vois. Et en gros, le gars, il a un site, mec, je te montrerai tout à l'heure, il est vraiment très stylé. Et en gros, le gars t'accompagne du coup dans le fait d'acheter ta voiture, mais c'est des belles voitures. Hein. C'est des Porsche, Ferrari, Lamborghini si tu veux. Il t'accompagne dans l'achat de ta voiture. Il le fait en leasing pas mal. Et aussi dans le financement de ta voiture. Okay. Donc le gars, il a une belle boîte, tu vois, qui pèse un petit peu. Et mec, on a passé une soirée. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné le podcast, puis après on allait bouffer un truc. Et mec, j'ai appris tellement de trucs pendant ce dîner. C'est un truc de ouf quand tu causes à un millionnaire, mec, tout ce que t'apprends, quoi. Donc, imagine avec un milliardaire. Ah putain. J'ai pas encore causé avec des milliardaires. Franchement, j'en ai rencontré. Je pense que j'ai dû rencontrer 4 ou 5. Ouais. Et il y en a plusieurs avec qui maintenant j'ai des très. Enfin, tous j'ai leur numéro. Alors, c'est pas des gens que j'ai rencontrés à un event comme ça et tout. C'est tous des gens avec qui. Je peux dire que je suis leur meilleur pote, mais avec qui on a une vraie relation. Je leur envoie un message, ils me répondent, on peut se voir et tout. T'en as un que j'avais rencontré notamment avec qui j'aimerais beaucoup approfondir la relation, qui est pour moi la plus grosse success story française qui existe. C'est Mouad Altrad, qui en gros, c'est un gars. Il est né en Syrie. Il est né d'un viol. Sa mère a été tuée par le chef de la tribu bédouine dans laquelle il a grandi. Okay. Son petit frère a été tué. On a essayé de le tuer, genre, parce que c'était le mec qui était du village complètement pauvre, qui essayait d'aller à l'école, d'apprendre des choses. Ses camarades de classe ont essayé de l'enterrer dans le sable et tout ça, c'est une histoire vraie. Fake. Et il a réussi à venir en France, à avoir une bourse, à étudier à Montpellier, il me semble que c'est, à développer son groupe. Et aujourd'hui, Altrad, il me semble que ça fait à peu près 20 milliards par an, genre, tu vois, de chiffre d'affaires ou un truc comme ça. Non, je sais plus si c'est entre 5 et 20 milliards, je sais plus c'est combien. Mais en tout cas, plusieurs milliards de CA, c'est même pas de valo, de CA par an. Putain. Et il a 20 000 employés dans le monde. Et le mec, je l'ai rencontré, il était humble, mais à un point. Et tu te rends compte que plus les gens sont hauts, plus ils sont humbles en réalité en général. Ouais, c'est sûr. Vraiment un très très gros niveau. Jérôme Chabin, pareil. Destin de fou, orphelin en Corée, etc., qui a grandi en banlieue, qui a monté une boîte aujourd'hui qui pèse plus d'1 milliard et tout. Tu vois, incroyable. Et le mec, tellement humble, le mec, tu vois, on parlait justement, enfin, à 24 heures, et il était en mode, ouais, mais Simon, est-ce que tu penses que ma vie, elle va intéresser les gens ou ce que j'ai à dire? J'étais en mode, mais mec, mais t'es fou! Mais bien sûr, genre, tu vois. Et non, je sais pas trop. Tu vois, et c'est ouf. Alors que t'as des gars. Ils ont rien à dire et ils ont pas de gêne, tu vois. Mais et justement, parce qu'en fait, le mec, il est tellement conscient. C'est inspirant. Il est dans son truc, ouais. Et quand tu parles avec des gens comme ça change ta perception. Et moi, c'est vraiment, je m'en suis rendu compte là, dans le Daniel Masterman là, qu'on a fait. C'est ce qui fait la différence entre un pauvre et un très riche, c'est vraiment ses modes de pensée, tu vois. Tu vois, et c'était ouf, on était au Mastermind. On était, tu vois, dans un des plus bels hôtels de Londres. On avait un gars qui a monté un club deal qui gère des centaines de millions d'euros, qui bosse avec la famille de Bernard Arnault, qui bosse avec les Rothschild, et le mec, on a eu l'occasion d'échanger avec lui. Donc très très haut niveau. Ouais. Le mec, il te parlait, tu voyais sa manière de penser.
Je suis rentré à Paris, j'étais à Gare du Nord et tout. Et il y a un gars qui est passé et tout, genre, tu vois, qui était quelqu'un qui était à la rue, qui faisait la manche, etc. Et j'ai vraiment conscientisé, genre, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux humains, genre, tu vois, sans être dans le jugement ou quoi, Ouais. mais vraiment pour comprendre. Tu te rends compte qu'en fait, on vit dans le même monde, mais on vit pas dans le même monde. Non. Et l'autre gars ne partait pas d'une grande famille et tout, pourtant. Mais les mécanismes de pensée, le savoir qu'il a eu étaient différents. Et c'est pour ça qu'à la fin, la connaissance, les rencontres que tu fais, c'est ce qui change tout. Et l'argent, c'est juste une conséquence de ça en réalité. Donc ouais. Mais est-ce que ce serait pas drivé par une volonté de tout graille, quoi? Oui, mais où vient cette volonté? C'est ça la question. Ouais, peut-être. Pour moi, elle vient de deux choses, tu vois. Vraiment. T'as une partie, moi, je pense, qui est intrinsèque, tu vois. Ouais. Genre, au fond de toi, tu sais. Par exemple, je te prends un exemple, moi, vraiment. Et j'ai pas du tout de gêne à le dire ou quoi. Quand j'étais petit, moi, je savais que j'allais percer. Genre, je savais. Il y avait pas de doute ou quoi. C'est pas de l'arrogance, je le savais. Je voyais les mecs sur Bein Sport, des footballeurs, des peu importe. Je savais pas comment, dans quoi. Est-ce que c'était un entrepreneur, un sportif. Mais je savais, je voulais être comme ces mecs-là. Genre, c'était pas un truc que j'ai vu. Genre, je savais. Et je me suis toujours senti différent, tu vois. Pour plusieurs trucs perso, physiques, genre, tu vois, une malformation que j'ai à la main gauche, plein de trucs où ça a fait que. Et je pense que t'as un côté intrinsèque de gens qui font des très grandes choses parce que c'est pas normal. Et après, t'as un côté aussi facteur extérieur qui vont être des déclencheurs de ça. Par exemple, aujourd'hui, toi, t'as cette volonté-là, tu vois. Ouais. T'as cette volonté de tout casser ou quoi. Cette volonté, elle est pas apparue comme ça, le hasard, ça existe pas. Mec, moi je suis né avec, hein. T'es né avec et il y a aussi sûrement des facteurs autour de toi. Ça peut être, on a chacun après à différentes échelles, mais ça peut être des traumatismes, ça peut être des choses dans ton enfance, ça peut être par rapport à ta famille, ça peut être par rapport à comment des personnes t'ont traité, t'ont jugé, t'ont regardé, certaines situations que t'as vécues. C'est tout ça qui vient faire et c'est cette, entre guillemets aussi, souffrance-là, cette chose-là, que tu vas pouvoir transformer en carburant pour te donner l'impulsion pour aller tout casser, tu vois. Et cette chose-là, tu l'apprends, c'est le dénominateur commun de... Tu vois, je te prends les milliardaires, par exemple, dont je t'ai cité, les deux, c'est ça. Beaucoup de souffrance, beaucoup de trucs durs, tu vois. Et plus la volonté intérieurement. Après, ça peut être Dieu, l'univers, le karma, ce que tu veux, en fonction de chacun ses croyances, etc. Ou autre chose. Mais toi, t'as vraiment ce pattern-là commun. Des gens qui ont... Oprah Winfrey, pareil. Tu prends les plus gros artistes, les plus gros chanteurs. Tous des gens qui ont vécu des trucs durs. Ouais, parce que je pense que t'as... Mon associé, il a vécu un truc très dur aussi. Et je vois ces gens-là qui ont vécu des trucs durs, qui sont successful. C'est en fait, ils ont une résistance à la douleur. Mais tu sais, la douleur en mode vas-y, je me lever le matin, ou tu sais, des trucs qui nous paraissent durs, alors que c'est du confort. Qui eux, en fait, vu qu'ils ont eu un truc tellement dur dans leur life, maintenant, en fait, se lever tôt le matin alors que t'as la tête dans le cul, bah, c'est facile, ça n'a rien à voir avec la Ouais, ton difficulté, tu seuil vois. de tolérance à la Voilà. souffrance évolue. Exactement. Ça, c'est intéressant. Et en fait, bah, c'est de la souffrance, tu vois, l'entrepreneuriat, entre guillemets. Tu vois, c'est genre, c'est dur, tu vois, de pas dormir, de te réveiller, tu vois. Là, moi, j'ai dormi 2 heures, je me suis couché à 2 heures. C'est dur si t'es pas drivé aussi. Quand t'es drivé, tu oublies tout ça. Alors, non, oui et non. Parce que t'es drivé, mais t'as une perception de la douleur, tu vois. Moi, je suis drivé, mais bon, ça fait mal, tu vois. Ouais, dans genre. tous les cas, ça fait mal pour tout le monde, mais moi, je l'ai vu vraiment, les 3 personnes que je connais dans la sphère francophone qui sont les plus drivées que j'ai rencontrées dans les 24 heures, c'est Angel Fievez, c'est Younes, mon pote de Black Box, et c'est Valorant, le fondateur du Crayon. Ouais. Ces 3 gars, ils sont drivés, mais genre vraiment, je le vois, genre quand je passe la journée et tout avec eux, genre, il n'y a pas de question de productivité, de machin, genre, c'est des mecs qui genre, ils sont drivés par ce qu'ils font, ils sont en mission. Donc je pense que t'as aussi après, ce qui te fait évoluer, c'est à quel point t'es connecté à ta mission, genre on va dire, à ce qui te fait vraiment Ouais, tu kiffer. penses que ça, Je pense que ça joue énormément, je pense que c'est le plus gros type de productivité. Ouais, je suis Pour moi. d'accord, je suis d'accord. Mais il y a des trucs, tu vois, genre par exemple, les gens qui sont pas capables de rester à un McDo. De résister à un McDo, tu vois. Bah, genre, pour moi, c'est un seuil aussi de tolérance à la souffrance de genre, putain, j'ai envie d'y aller et je vais pas y aller. Et tu passes devant et t'as de l'odeur et tout, et t'es en mode, vas-y, je continue et j'y vais pas. Et ces gens-là qui ont pris dans la gueule des dingueries. Mais tu le veux parce que t'es pas assez drivé. Ils Genre, tu vois, si ignorent. t'es vraiment drivé par exemple, être en bonne santé, etc. et tout, le McDo, t'en as même pas envie. Parce que t'es pas drivé par ça. Enfin, tu vois, t'es tellement drivé fort par le fait. Ça te vient même pas en tête, genre, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir la pensée etc., mais ça va même pas t'attirer. Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que c'est. Moi, mec, à chaque fois, moi, c'est terrible parce qu'il y a un McDo sur la route de quand je vais à la salle. Ouais. Tous les soirs. Et genre, à chaque fois, je sens le McDo et j'ai envie. Mais je suis d'arriver, hein. Genre, LC et tout, je suis en diète, je suis en sèche et tout. Je dis, bon, allez, petit écart et tout, à chaque fois. Et j'y vais pas. Mais j'ai. T'es dans la résistance. C'est vraiment une souffrance, tu vois. Mais Enfin, tu peux te. Pendant mais 5 minutes, mais tu t'es vois. dans la putain, résistance. ça fait chier, quoi. T'es dans la résistance. Quand t'es tellement drivé par ce truc, t'as plus besoin de résister. Ouais, peut-être. je sais Moi, pas. vraiment, je le sens. Je l'ai vu, par exemple, t'as des matins où j'étais animé par ce que je faisais, d'autres matins où j'avais mon business. À l'époque où j'avais mon agence, j'avais des moments où je me levais le matin, je me disais, mais pourquoi en vrai je fais tout ça? Ça me casse les couilles, tu vois. Ouais. Et j'étais pas drivé, donc le matin, me lever, c'était dur. Là, par exemple, quand je faisais mon événement, genre, tu vois, là, le 11 janvier et tout,
En fait, il n'y a même pas de question le matin de je me lève, de méditation. Je me levais le matin, je sautais de mon lit, j'étais déter. Je pouvais manger le monde. Et j'avais pas de réflexion, j'avais même pas besoin d'être dans de la résistance, tellement j'étais drivé. Donc maintenant, en fait, j'essaie de plus en plus d'apprendre à me connaître, de voir qu'est-ce qui me drive vraiment. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je suis drivé, bah, bien sûr, il y a des moments où c'est dur, etc. Je vais pas dire que tout est toujours tout rose, etc. Mais t'es moins dans la résistance. Tu vois. Après, je pense que tu as aussi deux éléments. Pour moi, un entrepreneur, il a deux modes. Le premier mode, c'est tu débites du travail. Tu exécutes, le mode exécution. Non, j'appelle ça le mode builder. Ouais, builder. Ouais, ça. Moi, je l'appelle exécution. Et pour moi, tu as le deuxième, c'est création d'opportunités. Genre là, par exemple. Expansion, ouais. Voilà, expansion. Et pour moi, ça, tu vois, c'est ultra excitant. Genre, tu peux te lever et tu vois, là, je suis venu à Paris et tout, il n'y a aucun problème. Là, j'ai sauté de mon lit alors que j'avais 2 heures de sommeil dans la gueule, tu vois. Il n'y a aucun problème, je suis là, je kiffe et tout. Alors que je suis crevé. Mais par contre, si j'avais une journée de deep work, je serais resté dans mon lit, tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi ça. Et toi, je pense que tu vis beaucoup plus de moments. Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne analyse. Où tu viens build, créer des. Non, je suis en expansion. Ouais, en expansion. Et c'est pour ça que justement. Maintenant, je cherche à m'associer ou à recruter des gens qui sont très bons dans le build. Ouais. Parce que aussi après, c'est à la fin, c'est te connaître et savoir où est-ce que t'es bon. T'as des gens, naturellement, chaque entrepreneur va passer par ces deux phases-là, tu vois. Mais c'est comme je te disais, par exemple, pourquoi je reste en France aujourd'hui, j'ai pas à Dubaï ou aux US et tout maintenant, parce que je sais que d'un point de vue macro, je suis quand même dans une phase de build où j'ai accumulé suffisamment de réseaux, de matière. Maintenant, je dois construire avec, tu vois. Mais d'un point de vue moi personnel, d'un point de vue un peu plus micro, je sais que je suis plus quelqu'un qui est bon dans l'expansion, dans le relationnel, dans tout ça, etc. Donc, je vais venir compenser ça en jouant sur mes forces, mais en m'associant, en recrutant des gens qui sont complémentaires et qui vont être des très bons exécutants. Ça peut être un directeur général, un associé, etc. Et maintenant, c'est vraiment comme ça que je me structure, tu vois, et ça fait une complémentarité qui est super intéressante. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je crée de la matière, et après, il me faut quelqu'un qui l'assemble, tu vois. Ouais, bah ça, mais je suis carrément dans la même optique. Et genre là, depuis que je commence à déléguer des parties de exécutif, tu vois, de ma boîte, genre putain, il y a des gens qui travaillent. Là, en ce moment, il y a des gens qui bossent. Mais tu vois, à la fin, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu peux être dans une phase où, si ce que tu kiffes, c'est l'expansion, à la fin, pourquoi t'es entrepreneur ? Moi ? Ouais, pourquoi t'es entrepreneur ? Moi, je suis entrepreneur parce que je veux créer. Tu veux créer, ok. Au sens large. Donc, ton but, c'est de pouvoir créer. Donc, ton quotidien, ton but, ça doit être de pouvoir créer. Donc, le but, ça va être de pouvoir avoir suffisamment d'argent, les bonnes connexions, les bons associés, etc. pour que tu puisses te focus sur ce que t'aimes le plus, tu vois, en réalité. Et certes, t'auras des phases de build, mais à la fin, pour moi, ce qui compte, c'est d'atteindre un haut niveau. Mais vraiment, ce que vraiment j'ai compris, et c'est pas pour faire le gars mindset et tout, mais c'est réel. C'est vraiment genre. Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais être libre financièrement. Je voulais me barrer de l'école. C'est ce que j'ai fait à 18 ans, j'avais arrêté les cours, je faisais le tour du monde, j'étais à Miami, à New York, à Los Angeles, etc. Après, à ce moment-là, je voulais créer une agence, je me disais, ok, je serai heureux quand j'aurai mon agence, quand j'aurai mes bureaux, etc. À 19 ans, j'avais une agence, j'avais 250 mètres carrés de bureau, j'avais 10 employés. À 19 ans. Après, je me suis dit, ok, je serai heureux quand je vais rencontrer des célébrités, etc. et tout. On a fait un important talk, il y a eu l'association avec Taylor, j'ai rencontré plein de gens. Donc à la fin, en fait, je me suis rendu compte que quand tu veux un truc, ça te drive, et dès que tu l'as, par exemple, là, l'événement Personal Figure, je l'ai fini le 11 janvier, le 12, j'étais en mode, ok, putain, c'était bien 500 personnes, enfin 400 personnes, mais j'aimerais bien faire 1000 personnes à la prochaine fois. Donc tu veux toujours le truc d'après. Donc si à la fin, et c'est cette phrase-là cliché, mais il y a des phrases clichés que tu comprends que quand tu les vis réellement et que tu as l'expérience et que tu lis le livre dont je te parlais tout à l'heure d'un autre regard. Et là, j'ai vraiment compris que maintenant, ce que je kiffe, c'est le process. Donc, je dis pas que un peu comme un Oussama ou quoi, limite, je veux faire que les trucs qui me font kiffer, et genre, tu sais, un peu avoir cet esprit-là très très libertin, etc. et tout. Mais, enfin, libre, je sais pas si libertin c'est le bon terme, mais. Libéraliste. Libéraliste, ouais, voilà, c'est plus ça que libertin. Je veux pas être libertin. Tu fais ce que tu veux. Ça, justement, je veux pas. Mais du coup, voilà, je veux quand même aller vers plus de choses qui m'épanouissent, qui me drive, et je pense être plus performant quand je suis dans cet esprit-là, tu vois. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Mais ok, t'as mis, c'est bon. En fait, il faut juste déléguer les trucs qui te font chier. Et trouver le bon associé et tout, ça fait la diff. Là, moi, j'ai trouvé un associé qui est incroyable. Ouais. C'était l'associé dont je rêvais depuis le début. Franchement, j'ai mis des années à trouver la bonne personne et tout. Et là, ça se passe trop bien. Même hier, tu sais, c'était des micro-choses. Mais là, par exemple, bah, comme je te disais, avec Personal Figures, aujourd'hui, nous, en gros, on est en train de lancer une communauté. Ouais. Moi, le marché de la formation en ligne, c'est pas que j'y crois plus, mais je pense qu'il évolue. Je pense qu'aujourd'hui, soit les gens n'ont pas d'oseille, soit ils ont de l'oseille. C'est comme dans le monde. Jusque-là, tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, les offres qui sont à 2000, 2500 vont marcher de moins en moins bien. Et soit, en tout cas, dans l'accompagnement, les gens vont vouloir du très low ticket avec de l'abonnement récurrent. Soit ils vont vouloir payer du high ticket et ils ont l'argent, ils peuvent mettre 5 000, 10 000, 15 000, 25 000, 50 000, etc. Et moi, ça, c'est vraiment ce que je vis. Et je vois qu'au milieu, c'est plus compliqué. Donc là, aujourd'hui, justement, ce qu'on a décidé de créer, pour pouvoir donner l'opportunité à toutes ces personnes-là de pouvoir accéder à de la connaissance, vraiment d'évoluer, c'est quelque chose qui est très accessible, c'est en fait de créer une communauté qui est 100% gratuite pour tous les indépendants, les freelances, les entrepreneurs qui veulent justement, qui ont de la compétence, qui ont acquis, par exemple, je te prends toi ton exemple dans ta communauté, tu vas avoir des graphistes, peut-être qu'ils ont appris des compétences ou maintenant, même en suivant le podcast, etc., et qui continuent justement de le suivre, ils vont pouvoir
monter en compétences, évoluer. Mais maintenant, ce qui va être super important pour être rémunéré à ta juste valeur, ça va être d'apprendre à te brander, à te marketer. Donc nous, justement, ce qu'on a fait avec ça, donc c'est un school, donc une académie, où tu as toute une partie qui est 100% gratuite. C'est pas du bullshit où derrière, on te vend juste le truc payant, où tu as un webinaire, je sais pas quoi. On a vraiment mis de la valeur de dingue dedans. Tu as un véritable aspect de communauté. Moi-même, je fais des lives dedans où je réponds à toutes les questions des gens en full transparence. Et après, tu as une partie avec un abonnement récurrent qui, là, je crois, aujourd'hui, démarre genre à 57 € par mois. Tu même pas d'engagement, tu as 2 semaines d'essai. Et du coup, nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Et pour en revenir à ce que je te disais, c'est vraiment, aujourd'hui, mon associé avec qui je structure ça. Par exemple, hier, on est arrivé, je lui disais, OK, on va devoir faire des lives, etc. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu m'as envoyé des invitations Google Agenda? Est-ce qu'il y a un Google Meet? Qui va prendre les replays, etc. Et toi, non, mais Sylvain, j'explique. J'ai déjà créé en fait un email pour, il y a déjà ta photo dessus, il y a déjà tout qui est setup, tous les rendez-vous Google Agenda sont déjà mis, tu as déjà juste à l'intégrer, tous les replays, tu as juste à appuyer sur le bouton pour enregistrer. Moi, cet email-là, j'y ai accès, donc automatiquement, j'ai une automatisation où ça va aller dans le truc, etc. J'étais en mode, putain, mec, c'est trop bien, moi je me pointe juste, je fais le live, genre, tu vois, c'est trop lourd. C'est bon, t'es un vrai associé en fait. Et il me manquait ça, et ça, je l'avais jamais eu avant. Ouais, Ça, je l'avais jamais eu, et quelqu'un qui est complémentaire. Et ça fait la diff, tu vois. Donc, si tu as un profil qui est très builder ou très expansion, tu peux compenser ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, je change d'associé là. Ah ouais? Donc, ouais. L'association, c'est un vrai truc, hein, Mais ouais, mais justement, bah, le gars, Alexandre, là, qui va rejoindre Smooth, il est très builder, justement. Ouais. Donc, c'est nickel. Comme ça, toi, tu vas pouvoir t'épeler dans ta créativité. Exactement, et lui, il va gérer les gens. Et le pire truc pour un créatif, ça, c'est mon père qui me l'a toujours dit. Mon père, tu vois, il est artiste, il chante, etc. Trop bien. Il m'a toujours dit un créateur ou un artiste qui ne peut pas faire son art, genre, tu vois, il meurt, tu vois. Ouais. Entre guillemets, il meurt intérieurement. Tu vois, il va être en dépression, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question d'exprimer ton art. Tu vois, un artiste ou un créateur, tu vois, pour moi c'est ça, et du coup c'est super important de pouvoir, tu vois, le faire ressortir, tu vois. Ouais, moi je me considère pas comme un artiste, mais comme un créateur, ouais. Comme un créatif, plutôt. Ouais, mais pour moi, un créatif, c'est un entrepreneur artiste, entre guillemets, c'est de l'artiste dans l'entrepreneuriat, genre, tu vois. T'es un créatif, tu aimes créer, genre, tu vois, un artiste, il crée des œuvres, tu vois. Toi, peut-être que tu crées des chartes graphiques, tu crées des logos, tu crées des DA, tu crées des branding, mais tu crées, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis d'autres trucs, enfin, même au-delà de ça, genre de créer des relations, créer des projets, créer des événements, enfin, tu vois, au sens large de la création. Ouais, je trouve ça trop stylé. Magnifique. Donc voilà, ok, c'est la fin, on va aller checker les dernières petites questions, parce que là, on leur tourne, mon cher Silouane. Tu vois, là, quand tu fais ça, là, j'ai l'impression, moi, je sais pas après si c'était comme ça dans la vraie vie, parce que je te connais pas vraiment, mais j'ai l'impression que là, tu joues un rôle. Alors, quand tu me fais leur tourne, moi, ça, non, mais je fais exprès, là. Ouais, mais... En fait, T'as un peu ton personnage comme ça. Oui, en fait, c'est un personnage, mais qui est joué dans le sens où je viens faire le cliché du présentateur podcast. Mesdames et messieurs, Silouane Pascal va nous répondre à notre question favorite du moment du podcast. Tu fais bien, il le fait bien. Qu'est-ce que tu as appris, Silouane? Qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, c'est que les 3 secrets pour développer ça. Calme-toi. Non, mais on se met tous les deux dans notre... Non, mais moi j'ai le roi au masque, pas toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu casses? Qu'est-ce que tu caches, Silouane? Qu'est-ce que tu caches ton sourire? Un autre sourire. Non, mais du coup, qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Ça, c'est la question que j'aime poser. C'est une très bonne question, mais ça va revenir sur ce que je te disais. Ah là là. C'est de la puissance d'avoir un bon associé en réalité qui te complémente, tu vois. Ouais. Moi, j'avais pas trouvé jusqu'à temps que je l'ai trouvé, et je pense que c'est comme en amour, ou je pense dans toutes tes relations. Tu vois, il y a quelqu'un qui me disait... j'avais une relation avant et j'avais quelqu'un qui m'a dit « Sylvain, c'est pas ça le vrai amour. Et tu le comprendras le jour où tu rencontreras vraiment la vraie femme de ta vie, genre, tu vois. » Et je pense que c'est un peu la même chose avec ton associé, genre, tu vois, où tu crois qu'un associé, ok, il est bien, etc., jusqu'au jour où tu rencontres vraiment la personne qui te complète vraiment et avec qui, en fait, c'est fluide, tu vois. Et ça, c'est vraiment le learning, ce que j'ai fait. Et je me rends compte de l'importance des gens. Genre, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais tu vois, vraiment je me dis maintenant j'ai un très bon head of content avec Terry, j'ai un bon associé, je commence à avoir un bon entourage et de prendre le temps, de trouver les bonnes personnes, d'accepter que ça prend du temps et quand tu les as d'en prendre soin et de vraiment construire avec ces gens-là. Parce qu'à la fin l'entrepreneuriat moi personnellement pour moi c'est une aventure humaine et quand je dis ça c'est moi ce qui me fait kiffer c'est quand ça marche. Genre tu vois je veux prendre une villa avec tous mes gars, toute mon équipe qu'on kiffe, faire une soirée avec eux, qu'on évolue ensemble, qu'on progresse ensemble, qu'on se rappelle de la difficulté. Le bonheur tout seul, il a de valeur que quand il est partagé avec les gens que t'aimes, genre, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est voilà, l'importance des gens qui sont autour de toi, de pas se précipiter, de prendre le temps de prendre les bonnes personnes, et à quel point ça peut changer, en fait, la bonne association, tu vois, comme un puzzle, les 2 bonnes pièces qui sont regroupées, etc. À quel point 1 plus 1, ça peut pas faire 2, mais ça peut faire 3, ça peut faire beaucoup plus si c'est la bonne personne, tu vois. Ok, donc toi, tu t'emboîtes correctement avec ton associé.
Avec toute mon équipe. Oh là là. Dans le studio ici. Oui, c'est vrai que t'es libertin. J'ai oublié. Voilà le vrai Silouane, sans masque, l'équipe. Vous avez trouvé. Bon, alors Silouane, t'as Et rencontré. toi, c'est quoi ton learning de la semaine? C'est quoi mon learning de la semaine, mec? Tous les designers vont se foutre de ma gueule. J'utilise un logiciel qui s'appelle Figma. Ah, je connais, ouais. Ça, je connais, tu vois. Ouais. Et en gros, sur Figma, t'as des basiques de jouer avec des formes, du texte, etc. Et Figma, en fait, de base, c'est un logiciel qui est fait pour faire du design de site web. Ouais. D'accord? Mais on peut le faire pour plein de choses. Et moi, j'utilise pour tout. Et plus pour tout que pour des sites web, d'ailleurs. Et il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'auto-layout sur Figma qui permet, en fait, de faciliter grandement le développement du développeur en se basant sur la maquette. Et ça fait genre 3-4 ans que je suis Figma, j'ai appris ça cette semaine. Ok. Genre vraiment la fonctionnalité de base du logiciel où il faut juste se poser pendant 2-3 heures à regarder les tutos et comprendre la logique. Et mec, depuis que je le fais, je me sens trop bien. Genre j'ai l'impression de réapprendre le logiciel et tout et je kiffe. Et genre là, je fais des sites web là depuis une semaine, du coup je fais que ça. Et je délivre et tout et je kiffe. Voilà. Et maintenant que j'ai appris ça, je le délègue. Magnifique, c'est ce qu'il faut, hein. Apprendre, déléguer. Mais voilà. Alors Silouane, t'es connu du coup aussi pour avoir fréquenté des gens de la haute. De la haute. Non mais tes séminaires, en gros ton métier fait que t'arrives quand même à côtoyer des gens de plus en plus intéressants. Je te dirais plutôt que c'est ça qui fait mon métier. Oui. C'est dans l'autre sens. J'avoue. Ouais. Parce que sinon ça fait trop mec. Non mais je veux dire dans le sens plus où je pense que ton métier doit partir de tes talents, de tes skills humains. Et moi mon skill c'est de connecter avec les gens, donc j'ai créé mon business autour de mon avantage concurrentiel. Oui. Tu vois. Est-ce que t'as une petite anecdote? Moi j'ai cru que t'allais dire autre chose. Est-ce que tu as une petite... Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager à nos chers téléspectateurs? Une anecdote sur quoi? Sur qui? Croustillante. Une anecdote croustillante, mais quel genre d'anecdote tu veux? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Je sais pas, fais kiffer les viewers, mec. Qu'est-ce que je fasse kiffer, mais Tu sais qui ils sont derrière cette caméra. Tu sais ce qui les intéresse. Quel type d'anecdote vraiment t'intéresserait le plus? Je sais pas, un truc que t'as jamais dit, ou genre tu l'as vécu, tu t'es dit. Sur moi ou sur quelqu'un ou sur quoi? Je sais pas, la vie que t'as un truc que t'as rencontré dans ta vie, vu que t'es quand même entrepreneur à 90% de ton temps. À 100% de mon temps. Ouais, donc qu'est-ce que t'as un truc Une anecdote. peu commun, intéressant, croustillant. Tac. Une anecdote, une leçon que j'ai eue. Attends. Moi, si tu veux, j'ai une anecdote. Vas-y, partage-moi en premier une anecdote et ça m'en inspirera une. Mon premier mentor, c'est un mec qui m'a fait comprendre que le networking, c'était vraiment intéressant. Parce qu'avant, je faisais du networking, j'allais dans les BNI. Ah ouais, toi. Ouais. Mais je l'ai fait aussi. Mais mec, je l'ai fait aussi, j'avais sur des zooms et tout comme ça. Mais ouais. Je me rappelais que je l'avais fait. Je savais même plus que je l'avais fait. Mais quand tu connais pas. J'avais 16 ou 17 ans. Tu sais, t'arrives genre. Tu connais rien au monde de l'entrepreneuriat, t'as vu 3-4 vidéos d'infopreneurs et puis même. Enfin, genre il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de vidéos. Tu vois, c'était pas aussi documenté que ça. Donc tu sais pas trop et tu poses des questions à des entrepreneurs qui sont peut-être un peu plus âgés que toi et ils te disent vas-y, va dans des BNI si tu veux développer ton réseau. Donc je fais dans des BNI, tout machin. Et genre, tu sais, moi je fais du digital, design, machin, c'est compliqué. Il y avait une sorte de barrière avec des artisans. Les BNI, c'est beaucoup d'artisans. Donc un mec qui vient de digital, qui te sort un QR code pour une carte de visite, avec des mecs qui ont des artisans qui font que des poignées de main, forcément t'as un décalage. Donc, écoute, j'ai un peu laissé tomber en vrai. Le networking, je dis vas-y, tu sais quoi, je vais aller charbonner, je vais rester sur YouTube. Voilà. Ah, t'as eu l'anecdote, t'es arrivé. J'ai une idée d'anecdote. Je termine la mienne, elle est stylée, tu vois. Vas-y. Ouais, pas aussi bien que la tienne, je pense. Mais... Non, t'inquiète. Elle est croustillante. Elle est très croustillante. Et bref, et donc du coup, ça se passe comme ça. Un moment, alors pour les bénis, je m'étais fait un costume sur mesure et tout. J'avais lâché un petit SMIC. Et donc du coup, quand j'allais du coup poser ce costume chez le mec qui nettoie les costumes, qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Le mec qui nettoie les costumes. Le mec qui nettoie les costumes. Ah, pas la laverie, attends, c'est le... Qui nettoie les costumes, c'est là... Attends, non, mets pas le mot, attends, on va le trouver nous, attends. Attends, ça m'énerve, je sais qu'il est là. C'est, tu vas le faire, tu te fais pas repasser, j'ai fait pas de truc, tu vas chez le... Rémi, c'est quoi le truc où tu Il l'a pas non plus. Ta chemise, tu l'envoies chez... Le... Ou là. Comment ça s'appelle? Non mais attends, c'est un truc de ouf. Attends. Non, on va pas sortir de cette pièce tant qu'on n'a pas trouvé. Non, c'est quoi? Attends, c'est le... Non, attends, non, triche pas. C'est le quoi? Attends. Voilà. Bon, voilà ce que les ravages de TikTok, on oublie le mot. Le mec qui repasse les tout là, enfin, ou la meuf qui repasse. Pressing. Putain. Pressing. T'as regardé?
T'es chaud. Mais c'est bien, on n'est pas assez riche pour abuser de ce mot. Parce qu'on l'a pas trop dans notre vocabulaire, ça veut dire qu'on va pas souvent chez le pressing. Ah si. Ça coûte un billet quand même. Bon bref, en tout cas, je rentrais du pressing. Ouais. Je passe devant un coworking. Et je vois un mec qui fume sa clope devant. Ok. Et genre, réflexe normal de tout humain, je vais l'aborder sans pression. Je lui dis, hey, t'es dans un coworking, t'es un entrepreneur du coup. Il me fait, ouais, j'ai ma boîte, t'es dans l'assurance et tout. Et il me dit, ouais, j'ai ma boîte et tout. Et puis je parle, je dis, t'as un LinkedIn? Je chope son LinkedIn, mec. Je lui envoie un message quand je rentre chez moi, je dis, t'es chaud, on prend un café semaine prochaine? Le mec me dit oui. Et genre 2 ans après, le mec monte un garage automobile et il me signe 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que, moi d'ailleurs, tous les plus gros deals que j'ai fait, c'est que des gens que j'ai rencontrés en physique. Moi je suis très réseaux sociaux, personal branding, etc. Mais en fait, les plus gros contacts que j'ai fait, je les ai fait en physique, mais mon personal branding, en fait, ça m'aide à follow up tous mes leads. Mec, c'est En génial. gros, genre, je rencontre plein de gens à des events, et tu sais que même là, par exemple, on avait fait là, dans l'event et tout à Londres et tout, j'ai rencontré un gars super intéressant, et le gars, j'ai fait exprès qu'on s'ajoute sur Insta. Parce que je sais que moi, c'est sur Insta, c'est là où je vais avoir le plus d'autorité, le plus de lifestyle, le truc qui se passe, de rencontres. Et je voulais que le mec voit ce que je fais, parce que je sais que même si jamais on se parle pas, le jour où je lui renverrai un message, lui aura l'impression de me connaître, et en fait, il aura vraiment de l'autorité, etc. Et ça va faciliter la relation, tu vois. Donc moi, je fais toujours en sorte, tu vois, que la personne, on s'ajoute sur Insta, même si c'est quelqu'un, par exemple, qui pèse énormément et qui est très peu réseaux sociaux et qui est genre suivi par 12 personnes, je vais faire en sorte qu'on s'ajoute, parce que même lui, je sais qu'il regarde les réseaux, etc. et que ça va m'aider, genre, tu vois. Tu sais, il y a toujours un avant-après. Maintenant que j'ai un peu d'abonnés sur LinkedIn, là j'ai passé les 16 000. En vrai, sur LinkedIn, c'est beaucoup. Ah, c'est beau sur LinkedIn. Et genre, tu as toujours un avant-après où tu parles avec le mec, tu dis on s'ajoute sur LinkedIn, et le mec il dit ah ouais, t'as 16 000 abonnés quand même. Ça joue. Et là, tout de suite, le mec, il est tout de suite plus investi dans la conversation. Donc ça doit être pareil avec ton YouTube ou ton et ça Insta. marche trop bien, je te dis, pour follow up tout le monde. Ouais. Ça, parce que moi, je rencontre plein de gens en physique et je peux pas recontacter chaque personne, faire des rendez-vous avec tout le monde, et là, c'est super intéressant. Okay. Mais ouais, j'ai une idée d'anecdote. Vas-y, anecdote, vas-y. Mais c'est pas une anecdote, il y a pas un teaching de fou business ou quoi à la fin. C'est juste le premier truc qui me vient en tête, qui me fait marrer, et qui était une situation qui était assez drôle. Je vous ai parlé il y a pas longtemps du fait que, en gros, j'ai fait un 24 Hour With avec mon pote Younes qui a monté Black Box, donc qui est une franchise de barbeurs. D'ailleurs, eux, en termes de DA, ils ont une DA, un branding qui est dingue, franchement, qui est très 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 fort. Et donc du coup, on était avec Younes, on était aux US, et donc il signe son deal avec Snoop Dogg. Et le soir, on va du coup à la soirée en fait officielle de Death Row Records, qui est en gros en fait le label de Snoop, où il me semble, si je dis pas de bêtises, à l'époque aussi t'avais Tupac qui était dedans, ou t'avais genre, c'est vraiment le label d'anthologie aux États-Unis. Et c'était la soirée du label où t'avais Snoop et t'avais tout le monde, genre, tu vois. Okay. Et moi j'arrive à la soirée et j'avais pas d'informations, tu vois, sur le dress code, sur les gens qu'il y avait, sur rien, tu vois, j'avais pas d'infos. Je dis vas-y, on va là-bas, t'inquiète et tout. Ok, on arrive, il y a le portique, il y a des mecs de sécu, tout ça, c'est dans un endroit un peu genre reculé de LA et tout. Moi j'arrive, j'étais habillé genre full black. J'avais mis un ensemble un peu comme ça, mais genre full black avec une veste noire, des chaussures noires, j'étais full en noir. Et là quand j'arrive et tout, je vois que je suis pas dans le thème, tu vois. C'est tout blanc. Alors je vois en fait, en gros, déjà moi j'étais le seul blanc de toute la soirée. On était genre 400 encore personnes, etc. Moi j'étais le seul gars genre français, genre tu vois, enfin je veux dire, français, genre je veux dire, tu vois, c'était cramé que j'étais pas un mec des US, genre de. Enfin j'étais pas dans le crew, genre tu vois, de Death Row, tu vois. Ouais. Et j'étais le seul mec habillé en noir et c'était genre en mode, tout le monde était habillé en blanc, tu vois. Tout le monde était habillé en blanc, et c'est pas un truc à la PDG ou quoi, etc. et tout, je précise, c'était pas une ambiance bizarre ou quoi. Mais par contre, c'était vraiment particulier et tout quand même. Là-bas, ils sont très dans le délire, genre un peu genre strip, truc comme ça et tout. Je suis arrivé dans un truc, j'ai jamais été dans ce genre de truc là et tout. Et genre, je savais pas que c'était ça l'ambiance et tout. Genre, tu vois, j'ai vu des trucs, des machins, j'étais en ouais, les Américains, ils sont trop extravertis, mais c'est trop, genre, en fait, ils ont pas de complexe, mais c'est trop, faut qu'ils en aient un peu plus, tu vois. Pourquoi elle est toute nue, la dame? Non, mais c'était. En plus, t'avais un gars qui faisait des trucs de ouf. Bref. Ah ouais. Dinguerie. Mais. Et de l'autre côté, on est devenu très très potes avec le business, en gros, manager en gros de Snoop, en fait, qui gère toutes ses entreprises, qui gère tous ses business, tous ses investissements. Un gars qui s'appelle Tesli, avec qui Younes est devenu super bon pote, et du coup, que j'ai rencontré grâce à lui. Et, on s'est vraiment liés d'amitié. Et après, il nous a invités pareil dans une soirée juste après, genre un truc un peu underground. Mais je me suis retrouvé dans un endroit, mais c'était ghetto. Mais quand je te dis c'était ghetto, j'ai fait les endroits ghetto et tout, mais là-bas, en fait c'était tellement ghetto que tu crains rien, parce que si jamais t'es là-dedans, ça veut dire que t'es un gars qui connaît les gars, etc. Donc il peut rien t'arriver, genre tu vois, tellement c'est ghetto, ah oui, d'accord. entre eux il peut rien se passer. Et on s'est retrouvés dans des trucs comme ça et tout. Il y a des guns sur les tables et comme ça. Il n'y avait pas de guns et tout, mais t'avais des mecs en cagoule dans le truc, machin, enfin, tu sentais l'énergie, elle était... Mais voilà, mais il y avait tellement ça qu'en fait tu sais que tu risques rien tellement t'es dans le cœur du truc, genre, tu vois. Donc je me suis retrouvé dans des choses comme ça et... L'œil du cyclone. Et en fait c'est con, et je vais pas te dire que j'ai kiffé ou que j'ai pas aimé ou truc, mais
C'est ça, moi, que je kiffe dans ce que je fais, c'est vivre des expériences, tu vois. Et ça, c'est des expériences qui n'ont pas de prix, que tu peux pas acheter, que tu peux pas juste avec de l'argent ou quoi. C'est, tu vois, pour moi, à la fin de ta vie, tu repenses et tu te dis. Moi, c'est souvent ce que je fais quand je suis dans l'avion. Je sais pas toi, mais genre, quand je suis dans l'avion, moi, je regarde. Je suis très dans ça, dans les souvenirs. Je regarde tous mes mémories sur mon téléphone. Et tu sais, ça me remplit. Je me dis, putain, genre, il y a des hauts, il y a des bas, mais à la fin, genre, j'ai vécu. J'ai vécu plein d'expériences différentes. Et genre, tu vois, j'ai vécu. Et moi, ce qui me rend épanoui, c'est le fait de me sentir aligné. Et c'est le fait de me sentir rempli d'expériences, de rencontres, de gens, de trucs. Et ça me fait kiffer, tu vois. Donc ça, voilà, c'était la petite anecdote qui était marrante. Donc voilà. Soirée Cucus Clan et puis après. Non. Cucus Clan tout nu. Ils étaient tous super gentils. On a dansé avec la famille de Snoop. On était à la table à côté de lui. Avec genre en mode t'avais sa tante, je sais plus son cousin, truc. On était avec eux, genre on faisait partie de la famille pendant une soirée, tu vois. C'était un délire. Et ça, c'est grâce à la création de contenu. J'aurais jamais pu vivre ça sans ça. Il y a plein de moments de ouf que j'ai passé. Genre, tu vois, genre grâce à la création de contenu, moi, je m'en fous des voitures, j'ai même pas le code. Mais genre, je crois que je suis le mec qui a pas le code qui a testé le plus de voitures. Je suis monté dans des Rolls, dans des Bugatti Chiron, dans tous les trucs. Et en fait, le contenu, c'est ça que j'aime, te donne accès à des expériences que l'argent n'achète pas. Par exemple, j'aimerais bien faire un 24 Hour With avec Snake, tu vois, avec DJ Snake. Et le faire, genre, je sais pas, moi, j'aimerais aller là où il a grandi, aller taper un grec dans son quartier, aller faire un five avec ses potes d'enfance, et après prendre un jet privé pour être dans ses backstage dans un concert en Inde, tu vois. Ça me fait kiffer. Ça, c'est des expériences, même demain, tu lui proposes 1 million, ce que tu veux pas vivre cette intimité-là avec lui, genre, tu vois. Et la création de contenu t'ouvre des portes que l'argent ne t'ouvre pas. Et l'argent te permet de développer le contenu, donc c'est pour ça que ça me fait kiffer. Et je reste toujours entrepreneur, mais le contenu, les expériences, partager tout ça, ça me fait kiffer, et je souhaite aux gens de vivre ça, c'est ce qui les fait kiffer, tu vois. Après, chacun son chemin, tu vois. Mais voilà. Magnifique. Silouane. Arthur. On arrive sur la fin. En tout cas, j'ai bien aimé la discussion, tu vois, parce que au début, genre, tu sais. Je pensais que t'étais un connard. Non, mais vraiment. Non, mais on se parle, genre, tu m'as parlé, moi je te dis aussi les choses. Sois honnête. Tu vois, tu m'avais proposé quelquefois le podcast et tout. Ouais, je te troll un peu. Et non, mais en fait, genre, au début, c'est pas une question de troller, etc. et tout, mais dans la confrontation ou quoi, mais je sais pas, en termes d'énergie, où il y a un truc où, genre, je pense qu'on a des points communs, mais on a pas mal de différences sur d'autres choses, tu vois. Ouais. Et au début, c'est pour ça que j'étais en mode même limite. J'ai un peu la flemme, tu vois, de le faire, tu vois, ou genre, moi, c'est pas une question d'abonner et tout, mais c'est vraiment, je me dis, est-ce que la personne en face, est-ce que ça me fait kiffer, tu vois. Comme je te dis, genre, j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais et d'être épanoui, tu vois. Est-ce que ça me fait vraiment kiffer. J'ai un pote à moi qui s'appelle comment, putain, il s'appelle Lucas. Lucas Théo, il me semble, non, Taylor Lucas, tu sais, qui était pas mal dans les cercles sur Paris, m'a invité sur son podcast, il avait pas d'abonnés et tout, mais j'ai kiffé l'épisode et c'était incroyable, tu vois. Donc c'est pas qu'une question d'abonnés. Mais là, je kiffe la discussion parce que je trouve que petit à petit, je pense qu'on s'est mutuellement un peu plus découvert, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, c'était une très bonne discussion, je trouve, surtout sur la fin et tout. Donc, c'était cool et j'espère que les gens ont kiffé. Ouais, parce que pour l'anecdote, quand on s'est rencontrés au Chinese Business Club, ouais. Je t'avais déjà envoyé une proposition de podcast par message. Ouais, tu sais, j'en refuse beaucoup là en ce moment. Tu dois en recevoir beaucoup et en refuser beaucoup. Et t'es obligé de raréfier un peu ta brand aussi, tu vois. Ouais, si tu vas toutes les semaines sur des podcasts et tu racontes la même chose à chaque fois, pour moi, passer sur des podcasts, je le vois un peu comme un artiste. Je reprends beaucoup de parallèles avec les artistes. Je finis sur ça, mais qui est vraiment important s'il y a des gens qui veulent développer leur image, etc. Ça peut être un vrai conseil. Un artiste, il fait la tournée des médias quand il sort un album. Pour moi, c'est la même chose. Quand t'es un entrepreneur et que tu lances une nouvelle offre, que t'as un mot important dans ton business, c'est là où justement tu dois être visible, tu dois faire la tournée partout. Ouais. Puis tu dois build, acquérir des expériences, etc. Et quand tu reviens sur la scène, avoir des choses intéressantes à partager. Faire un effet de rareté. C'est ça, tu vois. Et donc maintenant, je fais attention un peu plus à ça. Et aussi au branding par association. Si jamais tu fais ça qu'avec des gens qui sont pas encore beaucoup développés ou qui sont en chemin ou qui sont super compétents mais avec qui il n'y a pas directement ça, bah tu vas être associé un peu à cette chose-là, tu vois, aussi tu peux. Donc tu dois faire attention avec qui voilà, tu associes ton image de marque, tu associes ta brand, tu vois, comme on en parlait au début. Fait. Mais ouais, et donc pour terminer l'histoire, du coup je t'ai confronté, tu vois, en mode hey, t'as vu mon message mais tu m'as pas répondu. Ouais. Tu m'as mis un petit vent et je dis c'est parce que tu veux pas venir, c'est ça. Et du coup je t'ai fait un running gag de merde, je sais plus, je t'en rappelle. Je me rappelle plus. Mais si, je t'ai fait un running gag en mode tu sais, si tu veux pas venir mec, dis-le et tout, tu vois. Ouais. Et à la fin tu m'as dit, et en fait j'ai dû faire 3 fois la blague, tu m'as dit bah tu sais quoi, je vais pas venir en fait. Ouais, j'ai dit ça. Non mais tu m'as dit en trollant. Ouais, j'ai dit en trollant mais je le disais peut-être un peu genre en trollant, genre ça faisait en mode bon bah je vais vraiment pas venir moi. Ouais, non mais ça c'est ça, moi en fait après voilà, faut faire des choses qui te fait kiffer. Demain avec quelqu'un avec qui ça te fait kiffer de passer passe une heure avec lui, tu t'en fous du truc, ça te fait pas kiffer, dis non, genre en mode tu vois, voilà. Ça fait 2 heures. Et à la fin des fois, quand tu ressens, tu te dis pourquoi pas, fais-le, et des fois t'as des bonnes surprises, et là c'était une bonne surprise, donc très cool. Donc je vous encourage à nous dire aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé ce podcast là, l'échange,
Magnifique, c'est voilà. parfait. J'ai même pas besoin de faire le CTA. Je le fais. C'est le moment de s'abonner pour Silouane. Dites-nous qu'est-ce que vous avez aimé le plus à travers justement ce podcast-là. C'est quoi vraiment le moment du podcast, le déclic, la prise de réflexion, de conscience que vous avez eu qui vous parle, qui t'a potentiellement aidé, et on lira tous les deux les commentaires, donc n'hésitez pas à les mettre, ça sera lu et ça sera pris en compte. Et on va répondre. Et on va J'ai répondre. pas autant de commentaires que toi. Moi, je peux Mais moi, répondre à tout le monde. moi aussi je réponds à tout le monde, t'inquiète pas. Ok, nickel, c'est Super carré. important. C'est carré. 5 étoiles pour les gens qui nous écoutent en audio. Ouais. Et puis on s'abonne nickel partout. On s'abonne chez toi aussi. Instagram, YouTube, LinkedIn. C'est ça. Et partout. comme je te disais, on pourra leur mettre si jamais il y en a qui veulent rejoindre la commu gratuite qu'on est Ouais. en train de lancer. Vas-y, je suis très Ils n'ont chaud. rien à payer ou quoi. Je pense qu'avec ta communauté en plus, ça peut être intéressant aussi, même pour des gens qui me suivent de ma commu qui sont arrivés sur ce podcast-là ou d'autres gens qui nous découvrent. N'hésitez pas à checker aussi ce que Arthur fait pour ceux qui ne le connaissent pas, qui viennent de ma commu ou quoi. Je sais que tu fais du bon taf aussi, donc non, c'est cool. Solide. Ok, 2 choses. Alors d'habitude, je donne un mot de la fin. Ouais. Mais t'as eu plein de mots de la fin pendant Ouais. tout l'épisode là. Moi, mon podcast, c'est que des mots de la Ouais, fin. c'est que des mots de la fin. Donc on va skip ça. Mais par contre, j'ai besoin d'une reco pour un invité, un ou plusieurs. Alors, j'ai plusieurs invités dans ma panoplie d'invités qui Oui, va être ça intéressant. j'imagine. Mais j'ai un gars, c'est pas lui à qui je t'en avais parlé au début, mais qui peut être super intéressant et j'aimerais bien vous voir échanger là-dessus. Ok. Il est pas très connu sur les réseaux, Merde. mais par contre, il est extrêmement compétent et il bosse avec beaucoup de boîtes. Et nous, maintenant, on passe par lui avec donc, du coup, Taylor sur la plupart des projets qu'on fait. Ok, trop C'est cool. un pote à moi qui s'appelle Victor, le Victor Lignel, qui a monté un groupe d'agences qui s'appelle Stonks avec Brenda Parr, pas mal de boîtes Ouais, je différentes, connais. etc. Voilà. Victor, nous, on bosse beaucoup ensemble maintenant. C'est quelqu'un en qui j'ai full confiance. Et pour la petite anecdote, on était au lycée ensemble. Ok. Donc on a vraiment démarré un petit peu en même temps. C'est un super pote. Il est très compétent, je trouve, dans son domaine en termes de brand, en termes de DA, en termes de pour des entreprises ou quoi. Je pense que tu es quelqu'un de compétent aussi et que vous échangiez un petit peu tous les deux. Je pense d'un point de vue en tout cas technique et valeur réellement pour des gens qui sont vraiment passionnés par ce côté-là, branding, etc. et brand d'entreprise. Je pense que ça pourrait amener une discussion qui peut être super intéressante, tu vois. Ouais, je suis chaud. J'ai échangé avec Arthur de Brand Apart parce qu'il s'appelle Arthur. ouais, le bien sûr, je fondateur vois de- Arthur. Ouais. Donc, mais ouais, je suis très chaud. Victor ou Arthur, aucun de Victor. leur team, je pense que ça peut être. Victor, en plus, il est pas souvent sur les réseaux, mais voilà. Et super compétent, franchement, Victor est très bon gars, très bon humain. Parfait. Merci à tous d'être restés. Merci à toi, l'ami, qui était présent jusqu'à la fin. Encore une fois, il faut s'abonner. C'est important. Tu sais qu'il y a 90% des gens qui regardent le podcast qui ne sont pas abonnés sur YouTube. Enfin, quel échec. Donc allez sur YouTube, allez vous abonner à Silouane. Merci à tous. Merci à toi, Silouane, d'être présent pour le podcast Just Brand. C'est Arthur Valton. Et travaillez bien. Just brand.